Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Géopolitique Profonde et je vois qu'il y a un troisième écran. Cher Jimmy, il faut sortir. Alors je vais peut-être le sortir, moi. Voilà, voilà. Ah, c'est bon, voilà, je l'ai sorti. Hein. On est en direct, c'est les joies du direct. Bonsoir tout le monde, 19h dimanche, vous êtes sur Géopolitique Profonde avec Stanislas Berton pour son dernier bouquin, L'homme et la cité 3. Je crois qu'on a fait les trois d'ailleurs. Ensemble, on a parlé des trois bouquins, donc c'est normal qu'on fasse la troisième partie. Troisième partie qui est un excellentissime livre, pas seulement parce que il est bien écrit, mais aussi parce qu'on sort enfin du constat et qu'on va vers les solutions et les gens ont besoin des solutions. Les gens ont compris ce qui n'allait pas, ce qui ne va pas, ils le savent, on le dit, on leur redit, mais ce qu'ils ont besoin, c'est de solutions. Bonsoir, cher Stanislas, comment allez-vous ce soir? Je vais très bien, Mike. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être sur Géopolitique Profonde. Bonsoir à tous les téléspectateurs, les auditeurs de Géopolitique Profonde qui nous rejoignent ce soir. J'espère qu'ils seront très nombreux. Et voilà, c'est un plaisir d'être là ce soir. Est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, en effet, les gens savent, il faut leur dire le quoi, le comment. Il faut passer enfin par là plutôt que de dire le pourquoi. En fait, il y a les deux, c'est-à-dire que si vous connaissez mon travail, il y a toujours eu la volonté de passer à la fois de la réflexion et à l'action. Et alors, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, qui est un gros problème aujourd'hui, c'est qu'on a déconnecté les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les gens disent, mais vous, Stanislas Berton, vous écrivez des livres, vous êtes un intellectuel. Moi, je dis, non, je suis pas un intellectuel. Moi, je suis un chef d'entreprise qui a vu ce qui se passait, la gravité de la situation et de notre pays, mais même ce qui se passait dans le monde. Et j'ai essayé de comprendre justement ce qui se passait. Et en fait, ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion, il y a les gens qui agissent et il y a les gens qui réfléchissent. Enfin, c'est ce qu'on imagine. Mais en fait, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait les deux. Et ça, c'est une dérive actuelle que je dénonce d'ailleurs dans mes livres et notamment dans le volume 1 qui date d'il y a quelques années. C'est qu'on a coupé les deux. Et après, les gens se plaignent en disant, mais attendez, nos dirigeants, les responsables sont des gens médiocres et ils n'ont pas de hauteur de vue, ils raisonnent à court terme, etc. Mais ils font ça parce qu'ils n'ont pas bien réfléchi, il n'y a pas eu de ce travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut lire, il faut comprendre la source des problèmes pour s'attaquer pas aux symptômes mais aux causes. Et une fois qu'on a passé on a bien posé le cadre, là on peut agir et on peut agir de façon efficace. Moi je suis un ancien chef d'entreprise. Avant de lancer un nouveau produit, vous regardez le marché, vous regardez ce que fait la concurrence, vous essayez de comprendre les innovations qui peuvent arriver, il faut avoir une vision à long terme. Et il faut toujours ne pas dissocier réflexion et action. Et autrefois, c'était pas le cas. Vous savez, quelqu'un comme Napoléon, les gens admirent Napoléon en disant c'était un brillant chef de guerre, etc. Mais Napoléon, il se déplaçait avec sa bibliothèque. Je veux dire, c'était des gens qui étaient… Comme le grand Alexandre. Mais bien sûr. Voilà. Il y a toujours eu l'intellectuel avec le chef de guerre. C'est de tout temps. Exactement. Et il y a une phrase d'ailleurs de Gaulle que j'ai utilisée pour le premier volume de mes essais, donc pas celui-là qui est le troisième, mais le premier, qui dit… derrière les victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Et donc c'est ça, c'est pour qu'il y ait les victoires d'Alexandre, il faut qu'il y ait Aristote. Et donc il faut qu'il y ait la réflexion et ça devrait être le travail du système éducatif, ça devrait être le travail de l'éducation des études, c'est-à-dire de donner les clés, les outils pour comprendre le monde dans lequel on vit, comprendre les grands enjeux à long terme et après former des gens qui vont être en capacité d'agir. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. En fait, ma frustration qui est née de la situation actuelle, elle a conduit à écrire cette série de livres, notamment L'homme et la cité. L'homme et la cité, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'il faut avoir comme élément pour comprendre les vrais enjeux du monde dans lequel on se trouve et avoir plusieurs coups d'avance. Mais du coup,
vous avez été ancien chef d'entreprise, vous êtes actuellement analyste économique à la gestion des risques. Est-ce que ça, ce nouveau métier vous permet justement d'avoir, vous facilite, pardon, cette réflexion sur l'état du monde? En fait, c'est les outils que j'ai utilisés, que ce soit avant quand je faisais de l'analyse de marché, que je faisais quand je faisais de l'analyse des risques ou des systèmes. Ça, c'était des choses qui m'y sont utiles aujourd'hui. Et d'ailleurs, tout le travail que j'ai mené depuis là plusieurs années, en fait, c'est né d'une interrogation. Moi, j'avais terminé un projet et je me suis dit, maintenant, quelle est la prochaine étape? Mais pour comprendre la prochaine étape, il fallait que je comprenne le monde dans lequel ce projet allait se créer. En fait, en travaillant sur le monde, en comprenant en fait ce qui était en train de se passer et la gravité de ce qui s'est passé, je me suis dit, mais en fait, là, la priorité, elle est là. La priorité, il y a quelque chose de terrible. Il y a ce plan donc des mondialistes, ce que j'appelle les mondialistes, et dont je présente le projet dans mes livres. On en parlera d'ailleurs certainement ce soir. J'ai compris ce qui était en train de se passer. Je me suis dit, en fait, l'avenir, il faut. C'est là que ça se passe. C'est que si on n'arrête pas ces gens-là, si on n'explique pas aux gens ce qui est en train de se passer, en fait, on va à la catastrophe. On est en échec critique là. On est dans un risque. Justement, je travaille sur les risques systémiques. On est sur un risque systémique d'effondrement. Et il faut agir, il faut qu'il y ait des gens qui se mobilisent et qui agissent et qui expliquent aussi aux gens ce qui est en train de se passer. Donc en effet, ça m'a été très, très, très utile. Alors, on sent qu'on a, voilà, dans le projet mondialiste, qu'est-ce qu'on a? On a la connexion entre, on va dire, le numérique, la technique, l'intelligence artificielle et le contrôle. En gros, la technologie qui pourrait être positive, hein, mais qui est utilisée d'une façon négative, qui est essentiellement dans le contrôle. Alors on a la Smart City, on a l'intelligence artificielle, on a les injections, et on va utiliser le terme injection pour plaire, pour plaire à YouTube. Cette convergence-là, comment dire, est-ce qu'elle est en train de s'accélérer? Est-ce que l'on sent une accélération de la part de ces mondialistes? Oui, alors je vais compléter ce que vous venez de dire, qui est absolument exact, il y a aussi un volet politique. Par exemple, le volet politique, c'est la gouvernance mondiale. Ça, c'est le projet d'un gouvernement mondial avec un transfert de la souveraineté des États à des instances supranationales. Et d'ailleurs, on l'a vu récemment, et il faut quand même que les gens le sachent qu'il y a, par exemple, le projet que les prochaines crises sanitaires soient gérées directement par l'OMS. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple, par exemple. C'est-à-dire, on va passer d'une gestion locale des États à une gestion en cas de pandémie ou de crise par l'OMS. Et d'ailleurs, c'est assez génial puisque c'est une organisation qui va se donner un droit de gérer sur une crise dont elle peut décréter elle-même l'existence. Donc ça, c'est une forme de pouvoir absolu. Et quand on voit qui finance notamment l'OMS, on retrouve par exemple notamment le fameux Bill Gates, dont on parle beaucoup, qui est un mondialiste avéré avec des projets via les injections, qui est un eugéniste avoué, qui est pour la dépopulation. Donc on a ces enjeux-là. Donc vous avez dit en effet, il y a la volonté de contrôle par la technologie, par la surveillance, par ce qu'on appelle les smart cities, les villes connectées, les objets connectés. Donc cette société de la surveillance généralisée. Il y a ce projet de gouvernance mondiale. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans le mondialisme? Il y a une volonté de détruire toutes les cultures, les peuples et les religions traditionnelles, notamment de faire une espèce de grande religion mondiale inclusive. Ça, on en reviendra peut-être après là-dessus plus tard. D'ailleurs, l'extrait qui en parle. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a ce projet qui est un projet eugéniste, raciste, de dépopulation qui est extrêmement important et qui vise à empêcher les gens de se reproduire de manière directe ou indirecte. Donc, c'est-à-dire direct comment? Direct, ça peut être par les injections, ça peut être par la pollution qui est mise dans les aliments, qui est mise dans l'eau, dans l'air. Il y a plein de choses qui sortent dans l'actualité à ce sujet en ce moment. Mais ça peut être aussi de manière indirecte par toute une propagande qui vise en fait à stériliser les gens en vendant des modes de vie alternatifs, en parlant du soir au matin du climat, de la dépopulation, du problème de la surpopulation. Donc, il y a tous ces sujets-là, en fait, qui créent un climat qui dissuade les gens d'avoir des enfants, sans parler aussi, bien sûr, des difficultés économiques qui font que les gens ont de plus en plus de mal à se projeter dans l'avenir, et donc du mal à se dire, je vais avoir des enfants,
je vais construire une famille, etc. Les gens se disent, mais comment je vais faire pour les loger, pour les nourrir, pour financer leurs études, etc. Donc tout ça, ça crée un climat extrêmement anxiogène qui vise en fait à stériliser la population de façon directe ou indirecte. Et je terminerai avec un dernier point sur le projet mondialiste, parce que là, on est au cœur de l'actualité. C'est tout un projet qui est lié notamment à la sexualisation. On voit qu'en ce moment, il y a un effort qui est de plus en plus visible de sexualiser dès le plus jeune âge. On a vu là les semaines dernières, il y a eu ce scandale où on explique à des enfants de 8-9 ans des pratiques sexuelles, etc., dès l'école primaire. On voit qu'il y a une volonté de sexualiser les plus jeunes. Et en fait, avec ça en ligne de mire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la dépénalisation des relations entre les adultes et les mineurs, une espèce d'apologie de la pédophilie. On a vu l'histoire au Palais de Tokyo, j'ai vu que vous y étiez hier. Voilà, merci de couvrir ça parce que c'est extrêmement grave. C'est quand même des images pédopornographiques absolument scandaleuses qui sont affichées dans un grand musée d'État. Et quand on interpelle les pouvoirs publics, ils disent « Ah, mais c'est l'art, c'est la liberté d'expression, etc. » Mais attendez, là, on est en train de couvrir quelque chose qui est absolument criminel. Et il faut que les parents, les grands-parents et tous ceux qui ont à cœur de défendre les enfants de France comprennent la gravité de ce qui est en train de se jouer et que c'est un projet, c'est qu'on avance, vous savez, c'est la stratégie des petits pas, c'est-à-dire qu'on habitue les gens à des choses qui sont inacceptables et ça s'appelle la fenêtre d'Overton. On ouvre petit à petit et en fait on dit aux gens, voilà, bah, finalement, oui, ça existe, ah, c'est pas si grave et puis on termine par, ah, bah, c'est normal, c'est devenu banal. Il faut jamais que ces choses-là deviennent banales. Justement, je voulais vous poser la question, parce que vous m'avez parlé de la fenêtre de Berton, qu'est-ce qu'exactement aussi cette fameuse courbe de Kaufmann dont vous parlez dans votre livre? Alors ça, c'est le premier essai, en effet, du livre. J'ai pris ça parce qu'en fait, c'est la courbe de Kaufmann, c'est l'évolution en fait des systèmes. En fait, si vous voulez, c'est comment en fait les choses sont adoptées. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez toujours une avant-garde. Après, vous avez ceux qui sont les suiveurs, c'est-à-dire qui se greffent un peu sur l'avant-garde. Après, vous avez le processus où en fait c'est la masse qui rejoint en fait le gros, on va dire, qui gonfle les troupes. Puis à la fin, vous arrivez à un plateau, c'est la nouvelle situation qui s'est normalisée. En fait, c'est quelque chose, une mécanique qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes humains, y compris par exemple dans la mode, avec voilà quelque chose qui est suivi par quelques petites personnes au départ, hein, ce qu'on appelle les early adopters en marketing, donc ceux les premiers à adopter la tendance. Et en fait, ça se retrouve partout. Et moi, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience vis-à-vis de ce projet mondialiste. Et en fait, cette prise de conscience, elle a commencé par des petits groupes de gens qui ont compris ça il y a des dizaines d'années. Hein. Après, ils ont été rejoints par des gens peut-être plus militants, peut-être plus politisés, qui ont compris certaines choses. Et là, on avance vers ce qui s'appelle le grand réveil. Et j'ai fait un essai sur mon site récemment qui parlait de ça, où en fait, il y a une masse de gens qui commencent dans le grand public, dans la société française, qui commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de très, très grave qui est en train de se passer et qui sont en train d'ouvrir les yeux. Alors, sur différents sujets, il y en a, ça va être par la santé, il y en a, ça va être par l'économie, il y en a, ça va être par la corruption, il y en a, ça va être par les perversions et les déviances qui sont rendues de plus en plus visibles. Donc, tout ce qui touche, voilà, aux mœurs, aux transgenres, pédophilie, etc. Il y en a, ça va être par la culture. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et est-ce que ces petites minorités de gens commencent à devenir des majorités? Voilà, vous avez dit que j'étais en effet avec un groupe d'une trentaine ou vingtaine de personnes au Palais de Tokyo parce que voilà, ils ont manifesté contre il faut le dire, hein, contre cet art dégénéré. Et les gens qui rentraient, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui rentrait pour le coup au Palais de Tokyo, regardaient ces gens-là sans comprendre, en se disant mais qui sont ces dingos qui manifestent devant le Palais de Tokyo? Donc ma question c'est, est-ce que cette majorité a envie de comprendre ou est-elle totalement rétive? Est-ce qu'elle a des œillères et en fin de compte elle se dit j'ai mon consumérisme, je peux jouir et en réalité c'est ce qui me suffit dans ma vie?
Alors là, il y a quand même, de ce que vous décrivez, il y a quand même un biais qui est très fort. C'est que les gens qui vont au Palais de Tokyo, c'est quand même une sociologie très particulière, hein. C'est des Parisiens qui vont dans des musées d'avant-garde, qui sont probablement biberonnés à la propagande, voilà, sur l'effondrement généralisé des mœurs. Je peux vous dire que vous allez interroger, je pense, moi je vis en province, vous allez montrer ce qui est affiché au Palais de Tokyo, vous allez sur un marché, par exemple sur le marché de Lunéville, je pense que les réactions que vous allez avoir ne sont pas celles, on ne dira pas c'est des dingues qui manifestent, on dira bravo, et on dira on va aller avec des fourches chercher les mecs qui ont affiché ces cochonneries dans un musée, ces horreurs. Et ce que vous dites, c'est même pas de l'art, on vous disiez c'est de l'art dégénéré, c'est pas de l'art dégénéré, c'est criminel. C'est de la pédocriminalité. Il faut pas, il faut toujours, il faut parce que c'est ce que font nos adversaires. Nos adversaires, eux, ils changent le sens des mots et ils changent le sens des mots pour rendre acceptable l'inacceptable. Et on glisse comme ça. Vous savez que sur la pédophilie, ils sont en train d'essayer d'introduire aux États-Unis un nouveau terme, c'est personnes attirées par les mineurs. Donc ça veut dire que ça serait plus pédocriminel ou pédophile, c'est personne attirée par les mineurs. Donc c'est finalement une sexualité parmi d'autres. Et donc ça, c'est absolument, il faut faire très attention à ça. Vous savez, c'est Confucius qui disait comment on doit rétablir la vertu, il faut rectifier les noms. Il faut toujours remettre les noms et la maîtrise du langage et le combat pour le langage, c'est un combat extrêmement fort et je pense qu'il y a, pour répondre plus précisément à ce que vous disiez, il y a un décalage énorme entre une pseudo-élite, en tout cas des classes dirigeantes qui sont en décadence complète et avec un fossé qui se creuse avec le reste de la population et même des gens qui appartiennent, on va dire peut-être aux classes aisées, aux classes supérieures, qui commencent à se poser des questions et se disent mais attendez, où est-ce qu'ils nous entraînent là? Jusqu'à un moment j'étais d'accord, mais là ça commence à aller trop loin. Et là il y a quand même une prise de conscience des gens qui se disent là ça va trop loin. Et je crois que les gens qui regardaient mais quels sont ces dingos, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ah, nous avons perdu notre ami Stanislas. C'est moi ou c'est lui qu'on a perdu? On a perdu Stanislas Berton, mais ne vous inquiétez pas, bon, c'est un direct, hein, donc forcément, il arrive à avoir des petites coupures, ça arrive. Est-ce que vous m'entendez, chers amis? N'hésitez pas, à moins que ce soit moi qui ai… Voilà, c'est bon, c'est revenu. Ah, c'est bon, voilà. Il y a pas de bon, désolé, hein, c'est les inconvénients du direct. Ben oui, mais ça arrive. Hein, ouais, si on était des amateurs de complot, ce qu'on n'est pas, bien entendu, on dirait c'est bizarre, c'est quand on commence à dénoncer la pédophilie que la caméra se coupe. C'est quand même bizarre. C'est pas faux. Mais après, c'est toute la question de savoir est-ce que la conscience, cette conscience, ce réveil de la conscience se retrouve parmi les masses. Et qu'est-ce que les masses sont prêtes à faire lorsque la conscience s'éveille en elles? Alors ça, c'est une bonne question. Vous savez, moi, j'ai traduit un texte absolument remarquable qui s'appelle la dictature de la minorité, qui est un texte de Taleb. Il faut jamais oublier que ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Il y a toujours une minorité qui développe quelque chose et ensuite c'est repris par la masse, mais il y a toujours des gens qui sont leaders d'opinion, qui sont des pionniers. Et en fait, ce sont ces pionniers-là qui donnent l'impulsion au reste de la société. Alors après, tout l'enjeu, et c'est ce qu'on est en train de faire ce soir, je l'ai expliqué longtemps dans mes textes à plusieurs reprises, c'est qu'on est dans une guerre de l'information et on est dans une guerre hors limite. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce terme et qui ne connaissent pas mes travaux, une guerre hors limite, c'est ce qu'on appelle aussi les guerres de 5e génération, c'est les guerres modernes. Ce sont des guerres qui se déploient sur de nombreux vecteurs, donc c'est pas juste la guerre à l'ancienne comme en Ukraine avec des bombardements, avec des chars, des obus, des tranchées. C'est des guerres qui se déploient sur le droit, sur la santé, sur la démographie, sur la culture, sur la psychologie. Et surtout, pourquoi je parle de ça? Parce que ce sont des guerres qui ont comme caractéristique de ne plus faire la distinction entre les civils et les militaires. C'est-à-dire que ce que je dis souvent aux gens qui m'écoutent ou en conférence, je dis aujourd'hui, vous êtes dans une guerre et que vous le vouliez ou non, cette guerre vous a été déclarée et vous êtes des soldats dans cette guerre. Vous êtes partie prenante de cette guerre. Donc, et cette guerre, un des aspects de cette guerre, c'est une guerre de l'information.
Et donc, tout l'enjeu, c'est l'enjeu du contrôle de l'information. Et ça, c'est un enjeu qui est crucial, parce que si on est aujourd'hui sur une chaîne comme Géopolitique Profonde, qui contourne justement les médias traditionnels, c'est parce qu'il y a des choses que les médias traditionnels et des thèmes que les médias traditionnels refusent d'aborder, des informations qu'ils refusent de communiquer, justement pour ralentir, en tout cas empêcher la prise de conscience du public. Donc en fait, là, on est dans ce qu'on est en train de faire ce soir, on est en train de participer à cette guerre de l'information. Mais je vais lire justement un extrait de la désinformation, mais avant ça, je voudrais parler un peu actualité. Cette semaine, on a eu comme... vous avez vu, Macron est parti dans l'est de la France, il a été chahuté, à Ganges, il a été chahuté. Les ministres ont annulé leur déplacement, ce qui se fait quasiment jamais. Est-ce qu'on est dans une forme de basculement? Est-ce que cette semaine-là, on a basculé vers autre chose, peut-être, que nous n'avons pas connu depuis X temps? Je pense qu'en fait, c'est des événements qui sont significatifs, mais qui s'inscrivent dans un processus. Par exemple, moi, je vais vous citer plusieurs choses avant. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est les gens qui vont faire leurs injections. Vous comprenez, il y avait plusieurs doses à faire. On voit qu'au fil du temps, les gens sont de moins en moins chauds pour se faire injecter des choses, y compris le virus de la grippe cet hiver, enfin le vaccin contre la grippe. Donc, on voit que les gens, il y a une prise de conscience qui s'est faite par rapport à certains sujets. Moi, j'ai été très frappé, en revenant plus proche de l'actualité, j'ai été très frappé de voir qu'il y a quelques semaines, il y a des manifestants qui ont envahi le siège de BlackRock en France, à Paris. Bon, ça, c'est quelque chose de significatif, parce que souvent, on se concentre, ce que j'explique dans mes livres, sur les pions, c'est-à-dire les dirigeants politiques, qui sont présentés comme des leaders, mais en fait, qui ne sont pas les leaders, qui sont pas, je dis, Macron, c'est pas le roi, c'est même pas le fou du roi, c'est un pion. C'est un pion qui sera sacrifié quand il aura cessé d'être utile. Donc, en fait, il faut aller chercher le pouvoir qui est derrière, et notamment, par exemple, un fonds comme BlackRock qui est extrêmement influent, qui a une vraie capacité d'action, qu'on vise ça, c'est intéressant. Qu'on vise, par exemple, là j'ai vu, je crois que c'était cette semaine, ils sont allés il y a des manifestants à Euronext, je crois, à la bourse. Ça aussi, c'est là où on commence à aller chercher des lieux de pouvoir qui ne sont pas des lieux de pouvoir évidents, mais il y a un pouvoir réel. Donc je pense qu'en tout cas, chez une partie des militants et des gens engagés politiquement, il y a une prise de conscience qu'il ne faut pas rester prisonnier du jeu électoral et de ce qui nous est présenté, l'espèce de théâtre qui est mis en scène par les médias, pour aller chercher le pouvoir là où il est vraiment. Et là, ça commence à devenir intéressant. Alors, je vais lire un extrait sur la désinformation. Pour finir, quand les médias ne désinforment pas, ils pratiquent la divulgation partielle, limited out. Technique consistant à concentrer l'attention du public sur un détail mineur ou une dimension annexe afin de détourner l'attention du cœur du sujet. La meilleure illustration de cette pratique se trouve dans le traitement de l'affaire Epstein, présentée comme une simple affaire de mœurs pour mieux dissimuler l'existence d'une opération sophistiquée de chantage et de manipulation des puissants de ce monde, orchestrée par les services de renseignement israéliens par l'intermédiaire de Robert Maxwell, père de Ghislaine Maxwell, elle-même associée et rabatteuse d'Epstein. En ce qui concerne cette dernière, les médias français se sont bien gardés de rappeler sa double nationalité française ou de mettre en avant sa relation avec Jean-Luc Brunel, autre bras droit d'Epstein, lui aussi retrouvé mort de façon suspecte dans sa cellule de prison. Voilà, l'affaire Epstein qui a très peu été traitée par les médias, il faut le dire. L'affaire Epstein a fait l'objet d'un blackout, alors que l'affaire Epstein est un scandale sans nom entre l'ensemble du show business américain, mais aussi français, parce qu'il ne faut pas oublier que M. Epstein avait un grand appartement avenue Foch et où vous pouvez faire le rabatteur en France avec des amis français, qu'on ne nommera pas peut-être. Mais bon, donc mais ce qu'on a dit juste avant, c'est que malgré qu'ils désinforment, les gens quand même s'informent différemment. J'ai l'impression du coup que les gens cherchent d'autres canaux de plus en plus que les médias traditionnels
comme les quotidiens qui ne sont plus vendus, et comme la télé, où on voit les sondages qui nous disent, voilà, les Français nous disent, écoutez, nous n'avons plus confiance dans les informations de la télé. Est-ce que ça, c'est source d'espoir pour vous? Oui, oui, c'est source d'espoir, mais là, vous voyez, on a cité l'affaire Epstein et tous les détails. Là, on peut en parler, c'est-à-dire qu'il y a un canal qui existe, et plusieurs canaux où on peut parler de ça. On peut parler de Jean-Luc Brunel. Encore une coupure, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est bizarre, coupure pendant l'affaire Epstein. Restez, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Stanislas revient. Il y a une petite coupure, sûrement problème de Wi-Fi. Hein. Ça arrive. Hein. La Wi-Fi n'est pas très bonne en ce moment en France. Donc, ça arrive, ne vous inquiétez pas. On est en direct. Voilà. Donc, ouais, non, mais avouez que c'est quand même bizarre. On parle de pédophilie, ça coupe. On parle de l'affaire Epstein, ça coupe. Ah. Ça marche plus? On n'a plus de son? Oui, allô, vous m'entendez? Putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, on entend. Voilà. Oui, non, je disais, ouais, c'est quand même incroyable. L'affaire Epstein crée des coupures. Ouais, l'affaire Epstein crée des coupures. Voilà, donc non, on disait, on parlait de ça, on parlait du petit livre noir d'Epstein. Et on parlait du petit livre noir d'Epstein, il y a quand même une situation qui est incroyable, il faut revenir là-dessus, parce que comprendre ce qui est grave, c'est que on a Ghislaine Maxwell qui a été condamnée pour trafic, je sais plus, trafic sexuel, enfin je sais plus quelle est la condamnation exacte. Donc il y a eu un délit. Mais qui a bénéficié de ce trafic? C'est ça la question, c'est qu'il y a des trafiquants, mais qui sont ceux qui profitent du trafic? Il n'y a pas eu de nom, il n'y a pas eu d'inculpation. Donc on est sur ces questions-là. On a les gens qui transitaient, vous l'avez rappelé très justement dans le pied-à-terre de Brunel à Paris. Mais là encore, on sait qu'il y a des gens, enfin les enquêteurs ont certainement ces informations-là. Pourquoi elles ne sont pas communiquées au public? Ça, ce sont des vraies questions qui se posent. Et je pense que les Français sont de plus en plus nombreux, en effet, à se poser ces questions, à essayer de chercher l'information. Et vous savez, cher Stanislas, j'ai remarqué une chose. J'ai une émission le samedi matin sur Radio Courtoisie. Je fais une petite pub de 10h30 à midi. Il se trouve que mes parents habitent en face de Radio Courtoisie. Et l'autre jour, en sortant du studio, vers 13h, je vais chez mes parents. Mes parents regardent le journal de France 2. Bon, je n'ai pas regardé le journal de France 2 de 13h depuis peut-être 15 ans. Bon. Et dans le journal de France 2, j'ai remarqué une chose, c'est que ce qui est lié à l'information dure 15 minutes, ce qui est lié à l'information nationale dure 5 minutes dans les 15 minutes, et le reste du journal, c'est-à-dire, allez, on va dire 20 minutes de plus, et ce sont des interviews plateaux avec des acteurs. C'est-à-dire que les grands journaux des chaînes hertziennes que les 2/3 des Français regardent, c'est-à-dire la 1, la 2, la 3, la 6, en réalité, l'information qui intéresse les gens, l'information nationale, qui pourrait permettre d'ouvrir aussi les yeux d'une frange de l'opinion publique, ne dure en réalité que 5 minutes n'a que 5 minutes d'information effective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, si les gens ne font pas d'eux-mêmes des recherches de l'information, ils n'en ont pas accès par les canaux habituels. Ça aussi, c'est une évolution. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est à dessein. C'est ce que j'explique notamment dans le livre sur la désinformation. Mais c'est même plus vaste que ça. C'est-à-dire, vous parlez là du journal, mais là, vous êtes déjà dans des gens qui veulent en fait s'informer. Bon, ils pensent qu'ils s'informent, mais en fait, ils sont désinformés. Mais on peut dire la même chose, par exemple, vis-à-vis de tout ce qui est le divertissement de masse. Vous voyez, par exemple, vous voyez une entreprise comme Netflix, par exemple. Netflix est une entreprise qui perd de l'argent, qui est extrêmement endettée.
et qui est utilisé pour en fait faire de la propagande sociale sur un grand nombre de sujets, donc tous les sujets voilà, qui sont poussés par le système actuel, etc. Et donc en fait, moi je raisonnais par rapport à ça, pareil en chef d'entreprise, je me disais mais attendez, si le but de Netflix c'est pas de gagner de l'argent en étant une entreprise qui vend du contenu et des abonnements, en fait quel est son vrai projet d'entreprise? Est-ce que son projet d'entreprise, c'est pas de coincer les gens devant leur écran à regarder Netflix sur leur canapé du soir au matin et en profiter en plus pour leur faire une propagande sociale sur des sujets voilà LGBT, métissage, transgenre, climat, tout ce que vous voulez. Et ben ça c'est quelque chose auquel il faut réfléchir parce que vous disiez quelles sont les solutions, les choses concrètes. Ben, c'est peut-être une des solutions concrètes, c'est justement de sortir de cette espèce de piège cognitif qui est de dire on va enfermer les gens dans du divertissement pour les empêcher de réfléchir aux autres sujets et les aider à prendre conscience de ce qui se passe. Et surtout, je voudrais revenir à ce que vous disiez, c'est qu'il y a une chose qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que la connaissance, c'est toujours difficile à obtenir. C'est-à-dire, il n'y a rien d'important qui peut être obtenu sans effort. Et ça, c'est quelque chose d'absolument central, c'est que les gens aujourd'hui pensent que les choses peuvent être obtenu de façon simple, juste en cliquant, ou c'est comme l'action politique. Les gens pensent qu'on clique, on fait un clic et ça suffit. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux formes d'opinion publique? C'est-à-dire l'opinion publique qui regarde essentiellement TF1, France 2, France 3 et la 6, et une opinion publique qui peut-être est moins importante, mais qui, elle, cherche à s'informer. Bah, je pense qu'en fait, il y a des gens qui ont un désir sincère de comprendre ce qui se passe, mais qui n'ont pas forcément, parce que en fait, c'est très difficile. Vers qui se tourner quand vous avez personne? Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit, tiens, est-ce que tu connais telle chaîne? Est-ce que tu connais Géopolitique Profonde? Est-ce que tu connais André Berkoff? Est-ce que tu connais, est-ce que tu as lu tel ou tel? Bah, quand on part de zéro, en fait, qu'on faisait confiance, comme vous disiez, au JT de France 2, c'est un peu un océan d'informations dans lequel il faut se replonger. Donc ça, c'est très compliqué. Mais donc, il y a ça. Et après, il y a aussi quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué, moi je l'ai constaté, c'est les gens qui ont peur de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on leur donne des nouvelles informations, en fait, ils sont inquiets et ils se bloquent en fait en disant non, je veux pas croire à ça, c'est trop dérangeant, c'est trop gênant. Et je fais l'autruche en fait. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Les gens en fait refusent d'accepter. J'ai écrit dans le volume 2 de mes essais, il y a un essai qui s'appelle du déni des complots. Les gens qui refusent de croire qu'il y a des gens qui complotent contre eux et qui sont dans ce déni. Mais vous avez raison. Et d'ailleurs, j'ai assisté par mégarde à une discussion que vous avez eue avec un tweetos qui a une chaîne YouTube, on va dire connue, et qui vous disait, mais attendez, il n'y a pas de complot, l'État ne complote pas, les pouvoirs publics ne complotent pas, et qui refusait justement de voir que les pouvoirs publics travaillaient contre son peuple. D'ailleurs, il disait que ça décrédibilisait son soi-disant combat. Ça veut dire qu'on a des gens, et peut-être même sont-ils cette forme d'opposition contrôlée, qui disent non, il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, et au-delà du cas personnel, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a plein de choses qui sont dans cet exemple. Déjà, il y a l'idée de dire, par exemple, c'est des gens qui vont dire, par exemple, sur le sujet du grand remplacement, par exemple, qui vont dire, ah bah oui, en effet, l'État, par exemple, en ce moment, il faut savoir que les préfets ont pour ordre de mettre un maximum de migrants dans les petits villages. Il y a eu l'affaire Cala qui est à Saint-Brévin, enfin, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Donc, il y a une volonté de l'État de répartir dans des communes et parfois avec des proportions dingues, hein, c'est-à-dire vous avez des petites villes de 2000 habitants, on va mettre l'équivalent de 400 ou 500 personnes migrantes. Donc vous voyez, vous déséquilibrez tout un équilibre démographique dans une petite ville. Donc il y a une volonté claire, ces personnes-là vont dire oui, ça arrive, mais par contre quand on va parler d'autres sujets sur la santé, sur le système économique, sur le projet politique du mondialisme, ah là non, là il n'y a plus de complot, je veux dire il y a une barrière étanche entre les complots acceptables et les complots qui ne sont pas acceptables. Donc ça c'est déjà un premier problème. Ensuite il y a un autre problème, c'est que c'est juste un manque de travail.
C'est un manque de travail. Je veux dire, ce qui est génial avec le système actuel, c'est que tous ces mondialistes et tous ces comploteurs, en fait, ils ont dit ce qu'ils allaient faire, ils l'ont écrit. Il y a des témoignages à n'en plus finir. Je veux dire, moi, j'en ai mis dans mes livres, j'ai mis des sources. Il y a des témoignages sur Internet, il y a des vidéos YouTube, il y a des choses qui sont sourcées, qui sont factuelles, qui Le existent. site de l'Union européenne, hein, tout simplement. Oui, non, mais vous avez par exemple un témoignage que j'ai mis dans un de mes articles de Philippe de Villiers qui raconte qu'il assiste à une commission, une réunion de la commission trilatérale. Il y a Klaus Schwab devant des jeunes à Harvard qui dit nous avons infiltré tous les gouvernements de la planète. Je veux dire, on a des lettres écrites, par exemple, sur ce qu'a pu faire la franc-maçonnerie. Enfin, on a des témoignages, je veux dire, de gens qui étaient à l'intérieur du système, qui ont témoigné. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Confession d'un tueur à gages économique, qui raconte comment les grandes institutions type FMI et tout ça flinguent des États quand les États refusent justement d'adhérer au projet mondialiste. Enfin, on a plein de choses. Et en fait, on a des gens qui, à la fois, ne travaillent pas ces sujets et qui, quand il y a des gens qui font l'effort de travailler, de bosser, disent « Ah non, eux, c'est des complotistes » et ils décrédibilisent. Mais c'est ça qui est terrible. Je vais même vous dire, on va aller plus loin que ça. C'est qu'ils décrédibilisent, c'est eux-mêmes qui se font les chiens de garde. C'est-à-dire, ils prétendent, quand il y a des gens qui prétendent être des résistants et qui disent « Ah non, mais eux, c'est des dangereux complotistes », en fait, ils se font les chiens de garde et les gardiens du système qu'ils prétendent combattre. Mais c'est une situation qui est invraisemblable. Mais pourquoi, d'après vous, ils agissent ainsi? Est-ce que parce que, par exemple, il se trouve que moi, j'ai débattu avec ce gars-là et j'ai compris au final qu'en réalité, ce mec-là voulait faire partie de ce monde du mainstream. Moi, j'ai l'impression que parmi, je parle pas de résistants, mais parmi des gens de l'autre bord, on va dire, eh ben, certains combattent l'État, bon, parce que voilà, il faut combattre pour peut-être satisfaire un public, mais qu'au final, ils ont envie de faire partie de ce monde, parce que ce monde les attire, parce que l'argent, les lumières, les paillettes, etc. Mais alors, vous avez entièrement raison et je suis très content que vous... Ah, il y a un deuxième problème, troisième problème, c'est pas grave, on est en direct, ne vous inquiétez pas, il y a des petites coupures, bon, alors je ne sais pas pourquoi il y a des coupures chez notre ami Stanislas Berthaud, mais continuez, venez partager cette émission. Ce sont des coupures qui ne durent pas longtemps. Dans les 10 secondes, notre cher Stanislas va revenir. Nous sommes déjà 800. Allez, on va être. Allez, voilà. Voilà, c'est Revenu, bon. cher Stanislas. Non, mais je sais pas ce qui se passe, mais désolé à tous les spectateurs. Continue. Mais alors non, mais en plus c'était quelque chose de très important que je voulais dire sur ce sujet. Allez-y. Quand on touche en fait au cœur du sujet en réalité. Le cœur du sujet, qu'est-ce que c'est? Le cœur du sujet, c'est il y a un nouveau système qui est en train d'émerger. Et en fait, les gens dont vous parlez qui veulent être dans le système, ils n'ont pas compris en réalité l'enjeu du combat qu'on est en train de mener aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que par exemple, vous savez, aujourd'hui, ils veulent faire partie du mainstream, mais ils n'ont pas compris que l'enjeu, c'est de faire ce que par exemple Elon Musk appelle sur Twitter du journalisme citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les hiérarchies qui sont en train d'être bousculées. C'est ce que disait par exemple la source Q, qui disait We are the news now. C'est-à-dire maintenant, les médias, c'est nous. Je veux dire, on n'a pas besoin des médias institutionnalisés parce qu'en fait, on prend le pouvoir et on crée de nouvelles hiérarchies. Et en fait, il ne faut pas chercher à gagner les faveurs de la hiérarchie existante, il faut chercher à créer une nouvelle hiérarchie. Et c'est ça que ces résistants, en fait, entre guillemets, n'ont pas compris, c'est qu'eux, ils rêvent, en fait, en réalité, de rejoindre la hiérarchie existante sans comprendre que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout l'enjeu du combat aujourd'hui, c'est l'émergence de nouvelles hiérarchies. Et en fait, c'est ça. Et moi, par exemple, on m'a dit, mais tu sais, si tu parlais moins de Q, si tu parlais moins de la religion, si tu parlais moins de tel ou tel sujet, peut-être que tu serais invité sur CNews, peut-être que tu serais plus respectable. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, ce que je veux dire aux Français et à mes lecteurs, c'est que moi, je suis un homme libre et je cherche la vérité. Donc, je m'en fiche de savoir si je vais être invité sur telle chaîne, si je vais avoir mon rang de serviette dans telle émission ou je ne sais pas où. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher honnêtement et sincèrement la vérité et de la dire aux Français. Et d'essayer de trouver pourquoi cette vérité, parce que je pense que, comme nous dit l'Évangile, c'est la vérité qui rend libre et qu'on a besoin de cette vérité pour justement libérer la France. Et c'est ça l'enjeu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Stanislas, parce que certains pensent que… de toute façon, je vais vous dire une chose.
une chaîne de télévision qui est sur la TNT, vous avez des règles précises qui font que vous n'êtes pas libre de ce que vous dites. Et lorsque vous franchissez ces lignes jaunes qui vous disent en amont, hein, ne vous inquiétez pas, eh ben, vous n'êtes plus invité et vous n'êtes plus libre. Alors, soit vous voulez faire carrière auprès de ces chaînes et donc vous êtes parfois, de temps en temps, être transgressif, mais dans une transgression autorisée, ou alors vous êtes un homme libre et vous ne rentrez pas dans ces émissions. Et ça, il faut le dire. Parce que les gens me parlent de Pascal Pro ou de CNews, de machin, mais en réalité, pour moi, c'est de la fausse opposition. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Bah, écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que vous décrivez, en effet, correspond à la réalité, mais c'est vrai même pour l'édition. C'est vrai je veux dire, c'est vrai pour en fait toute l'information qui est communiquée au public. Et à partir du moment où vous avez accès à un public large, clairement, il faut donner des gages, il faut montrer patte blanche. Et moi, ce que je trouve absolument détestable et regrettable surtout, c'est qu'en fait, c'est des gens qui devraient mettre toute leur énergie justement à créer des nouvelles hiérarchies, des nouvelles structures, des nouveaux médias, qui en fait essayent de combattre le système, mais sans le déranger vraiment. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, il y a une soumission. Et ça, je l'ai écrit dans un de mes articles sur la dédiabolisation. Vous savez, je prenais l'exemple de Trump. Trump, pourquoi il a séduit les Américains? Parce que justement, il a pas joué le jeu du système. Il est arrivé, il a balancé ses missiles nucléaires sur les démocrates, sur le système média. Il appelait les médias les fake news médias. Il les insultait. Et il disait, et du coup, eux disaient, ah, mais on va pas vous inviter, vous êtes un raciste, vous êtes un horrible personnage. Et lui disait, mais de toute façon, qu'est-ce que j'en ai à faire? Vous êtes en faillite. Vous gagnez pas de fric, plus personne vous lit. Je veux dire, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire aux médias de masse. Pourquoi je chercherais à être invité dans des médias qui n'intéressent plus personne et qui ne tiennent que par des subventions publiques? Je veux dire, c'est des gens qui sont des losers. C'est des losers. Et en plus, ils ont 15 ans de retard sur tous les sujets. Moi, j'ai traité des sujets avec André Berkoff. On était les seuls à les traiter. On avait 3 coups d'avance sur tout le monde. L'information, elle était là. Et les autres, ils nous couraient derrière. Et il y en a certains, ils n'en ont toujours pas parlé. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Le public, il s'y trompe pas. Si il y avait un vrai système de marché et que les médias ne vivaient que par les lecteurs et par leurs abonnements, ils seraient tous en faillite parce qu'ils n'intéressent personne et plus personne ne les lit ou ne les écoute. C'est ça la réalité. Et moi, je vais vous dire, c'est pas, il faut pas toucher, pour toucher l'opinion publique, c'est pas CNews, BFM. Ça c'est une partie, c'est 2 millions par chaîne. Pour moi, la vraie opinion publique, celle qui aujourd'hui vote Macron, voilà, qui est accrochée à Macron parce que ces médias leur disent, voilà, tiens, je vais donner un exemple, celui de McKinsey. Moi, j'ai rencontré des gens qui ne regardaient que TF1, France 2, France 3, la 6. Et j'ai parlé de McKinsey. Pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissaient pas l'affaire McKinsey. Hein. Et pour ceux qui connaissaient l'affaire McKinsey, ils nous disaient, oui, mais vous comprenez, l'État a fait appel au privé parce que le public ne sait pas faire. Bon. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'argument du TF1, France 2, France 3, la 6, qui représente en gros 80% d'un corps électoral. Bon. Et si vraiment les gens veulent toucher avec du média masse, c'est dans ces 4 médias qu'il faut aller. Malheureusement, dans ces 4 médias-là, ça, nous n'irons pas. Ça, nous n'irons jamais. Malheureusement ou heureusement peut-être. Et du coup, ça me permet de vouloir lire un petit passage de votre livre sur encore ce média. Dans le cadre de cette guerre de l'information menée aujourd'hui contre la dictature mondialiste, ce n'est qu'une question de temps avant que le système s'effondre et que les mensonges des médias soient révélés au grand jour. Pour les résistants, tout l'enjeu consiste à créer des canaux d'information alternatifs, à y relayer des informations fiables et par ce moyen d'aider nos contemporains à prendre conscience de la prison cognitive dans laquelle ils se trouvent enfermés. Et une fois ce travail accompli, de veiller à ce que ce système de manipulation de masse soit entièrement démantelé et ne parvienne pas à se reconstituer sous une autre forme, moyennant quelques arrangements et la diffusion d'un petit nombre d'inoffensives vérités. Alors ça, c'est bien, j'aime beaucoup ce passage parce que là, vous donnez conseil à ces résistants. En gros, vous dites,
chacun de nous peut créer son propre média et avoir son audience et ouvrir des yeux. Ben oui, oui, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est alors chacun peut devenir en effet un relais de l'information. Il y a des choses, par exemple, qui sortent parce que des gens sur place sont témoins de quelque chose, le filment, et après ça sort sur les réseaux et c'est repris, après retraité par voilà des médias alternatifs avec peut-être plus de capacité d'audience, etc. Donc chacun devient un vecteur d'information. En fait, c'est quelque chose en fait qui devient comme on dirait crowdsourcé ou un peu en peer-to-peer. Et donc ça, c'est de pair à pair. Donc ça, c'est très intéressant. Mais alors après, par contre, je vais quand même, il faut pas aller trop loin non plus dans la démagogie. C'est que je dirais, il faut aussi être capable de traiter l'information et de la remettre dans un contexte plus large. C'est-à-dire, il faut, je pense pas que chacun puisse devenir un vrai journaliste parce que c'est un métier, parce que il faut avoir quand même une compréhension voilà, de la globalité, il faut avoir quand même certains outils. Donc, chacun peut devenir un relais de l'information, mais je crois que il va y avoir quand même toujours besoin de gens ou de structures qui mettent en forme cette information brute pour lui donner un sens, pour l'inscrire dans quelque chose de plus global. Mais par contre, ces nouveaux journalistes, ces nouveaux médias vont bouleverser les médias traditionnels. Et ils sont déjà en train de le faire. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup plu, c'est de l'Alliance anti-mondialiste. Si un tel projet a pu séduire une large partie des élites occidentales, une large coalition anti-mondialiste s'est constituée au cours des dernières décennies afin de le mettre en échec et lui proposer une alternative. Dans le cadre de cette guerre, si le rôle joué par des chefs d'État comme Donald Trump, Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro ou Viktor Orban apparaît comme relativement clair, cette coalition compte d'autres alliés dont le rôle peut être plus difficile à admettre ou à saisir. Et ça, je trouve que, là, ce que je vais lire, vous êtes le seul, pour moi le seul, qui prenait le risque de parler de ses autres alliés. Imaginons par exemple que vous soyez un prince saoudien, issu d'une longue lignée de fiers guerriers du désert. Vous n'appréciez pas que votre pays se trouve sous la coupe du mondialisme depuis le début du XXe siècle et que certains agents locaux soient en mesure de contester ou de concurrencer votre pouvoir de futur monarque. En tant que musulman et protecteur de plusieurs lieux saints, vous n'appréciez pas non plus que le mondialisme ait pour objectif à terme de dissoudre l'islam dans une grande religion mondiale inclusive avec un statut spécial réservé pour la Mecque. Pour finir, vous comprenez également comment votre participation à une alliance anti-mondialiste pourrait renforcer votre rôle de puissance régionale et pourquoi le rôle central de votre pays dans le trafic d'êtres humains pourrait nuire à son image ou à ses perspectives d'avenir. Par conséquent, tout musulman et saoudien que vous êtes, cela fait de vous un allié objectif dans la guerre contre le mondialisme. Et pour cela, cette alliance, vous allez recevoir en grande pompe le président Trump et l'inviter à participer à l'Al-Arda, cette danse des sabres que pratiquent depuis des temps immémoriaux les guerriers saoudiens avant d'entrer en guerre. Alors, je sais qu'on en avait déjà parlé, vous et moi, de cette danse, mais est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir une forme d'alliance, peut-être même de circonstance, entre le catholicisme romain et l'islam? Alors là, je dirais que c'est plus des intérêts entre États. Là, je dirais que c'est plus un intérêt entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Et dans une perspective plus large, qui est la reconfiguration, ce qu'on appelle l'émergence du monde multipolaire, qui inclut aussi la Russie et la Chine. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous lisiez cet extrait, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai écrit l'année dernière. J'ai écrit l'année dernière où je parlais justement de ce rôle, entre autres, de l'Arabie saoudite. Ben là, ce qu'on est en train de vivre depuis quelques semaines, en fait, on est là-dedans. On a eu des choses quand même assez incroyables qui se sont passées avec l'Arabie saoudite, avec quand même des échanges directs en yuan du pétrole avec l'Arabie saoudite, avec une opération diplomatique de rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine. Donc en fait, on est dans l'émergence d'un monde
dont je parlais déjà il y a quelques mois, bien avant même. Et ça, pour moi, l'Arabie Saoudite, c'était quelque chose de central parce qu'il faut remonter jusqu'en 2017 avec le coup mené par Mohammed Ben Salman qui fait emprisonner, arrêter tous des membres de l'élite saoudienne, alors soupçonnés d'être des mondialistes, et qui saisit leurs actifs pour des sommes absolument colossales. Hein, c'est 500 milliards. Donc, pour moi, là. Pourquoi je vous en parle, cher Stanislas, c'est parce que je remarque de plus en plus, parmi des gens qui peuvent me reconnaître ou des gens qui regardent Géopolitique ou sur Twitter, qu'il y a de plus en plus de musulmans qui refusent, en tout cas français, qui refusent le mondialisme, qui refusent les idées progressistes et moi, je veux pas tourner le dos à des gens justement qui, comme nous, refusons cette nouvelle société pour le coup. Ah bah, de toute façon, clairement, il y a une conscience de ça chez la population musulmane, qui est d'ailleurs souvent beaucoup plus traditionnelle dans ses mœurs et qui n'apprécie pas du tout ce qui est en train d'essayer d'être imposé, notamment à ses enfants, qui a une lecture géopolitique par tout ce qui s'est passé dans le monde arabe, qui est souvent très différente de celle des populations, on va dire, occidentales, voilà, originelles. Là, je suis entièrement d'accord. Il y a, en tout cas, et dans le cas de l'Arabie Saoudite, et dans le cas de l'Iran aussi, il y a une alliance, en effet, entre tous ceux qui rejettent le mondialisme. Alors, est-ce que c'est des alliances de circonstances? Mais en tout cas, c'est un basculement assez colossal. Hein. C'est un basculement colossal, mais surtout, il faut comprendre, c'est ce que j'expliquais dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, c'est que de toute façon, le mondialisme, c'est une machine à détruire les cultures, les religions et toute altérité, toute diversité dans le monde. Donc, le monde arabe est utilisé et visé par ça au même titre que le monde, les valeurs chrétiennes, etc. C'est un combat, en fait, contre un ennemi commun. Donc, il y a en effet quelque chose de commun. Est-ce que le mondialisme, c'est pas une branche, allez, j'ose le mot, du protestantisme? Ah bah il y a en partie ça, en effet. En effet, il y a une branche de ça et on peut même parler de la Kabbale, par exemple, aussi. Il y a toute une dimension, en effet, qui sort, en tout cas, qui s'oppose en grande partie à la pensée, au christianisme et qui s'appuie sur du religieux. Et là, on est clairement, ça, ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'on est clairement dans un conflit d'ordre religieux et surtout, ce qui est difficile pour nos contemporains, c'est qu'ils ne comprennent pas la dimension religieuse du combat. C'est-à-dire, ils voient le côté politique, ils voient éventuellement le côté économique, géopolitique, mais ils ne voient pas qu'il y a une dimension spirituelle qui est absolument centrale et qu'on est sur un projet de nature religieuse. Et ça, vous avez tout à fait raison de le souligner. Ben, vous savez pourquoi je dis ça aussi? Parce que on sait que parmi les mondialistes, on a M. Attali. Mais j'ai l'impression que M. Attali, face à M. Schwab, a l'air d'avoir perdu le combat de la prédominance parmi les mondialistes. M. Schwab est un Allemand, hein, un Allemand protestant, enfin voilà. On sent que dans ce mondialisme, l'Amérique est malgré tout leader. L'Amérique, c'est les white anglo-saxons protestants, pour la plupart. Hein, voilà. Et on sait que le protestantisme, à la différence du catholicisme romain, c'est une forme de religion du tout est permis, en fait. Je ne sais pas si vous le ressentez un peu comme ça, cher Stanislas. C'est une religion déjà de la prédestination, c'est-à-dire qu'on dit que en fait tout est déjà décidé. Là où il y a un lien en effet de ce que vous dites avec le mondialisme, c'est qu'il y a l'idée déjà qu'il y a des élus et que ces élus sont déjà fixés à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que le mondialisme, on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même cette idée très forte de dire qu'il y a les élus, donc la classe dirigeante, hein, ce que les Russes ils appellent ça le milliard doré. Il y a en dessous les esclaves, donc ceux qui vont être au service de cette caste, et il y a tous ceux qu'on va appeler les inutiles. Et un peu dans l'idée du protestantisme, il y a cette idée que si en fait vous avez des difficultés dans la vie, etc., en fait c'était comme ça, c'était fixé.
Et surtout, il y a cette idée qui avait été analysée par Max Weber, qui était de dire votre réussite matérielle témoigne de votre élection. Donc on met le curseur quand même beaucoup sur la réussite matérielle. Donc il y a ce rapport-là. Mais après, vous savez, vous parliez de Monsieur Schwab tout à l'heure. Moi, je dirais que ça va même plus loin que ça, parce qu'en fait, quand on creuse derrière Schwab, il y a des liens, par exemple, avec l'Allemagne nazie, par sa famille. Hein. Son père était quand même un grand dignitaire du Troisième Reich, qui avait une usine d'armement, alors je ne sais plus dans le nom de la ville, mais c'était une usine qui fabriquait des lance-flammes. Et derrière le nazisme, il y a l'occultisme. Il y a l'occultisme. Et il y a le retour du paganisme aussi. Alors, paganisme, ou d'une certaine manière, mais c'est surtout l'occultisme et c'est surtout le satanisme. Ça, c'est quelque chose qui est important de souligner. Et le mentor de Klaus Schwab, c'est quelqu'un qui s'appelle Maurice Strong. Et Maurice Strong, il y a aussi ce lien. C'est lui qui a poussé, vous savez, on parle du GIEC et tout ça, c'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui est derrière la création du GIEC, qui est derrière l'utilisation du climat comme stratégie pour imposer ce projet mondialiste à l'Occident. Maurice Strong, qui est quelqu'un de pas connu, et grâce à Pierre Hillard, qui a déjà été reçu plusieurs fois sur cette chaîne, moi j'ai découvert que Maurice Strong avait commissionné quelque chose d'assez extraordinaire, qui est le coffre de l'Arche de la Charte de la Terre. Et vous savez, c'est assez intéressant quand on analyse ça, parce qu'en fait, c'est une parodie blasphématoire de l'Arche de l'Alliance. Pour ceux qui ne savent pas, l'Arche de l'Alliance, c'est là où il y avait les tables de la loi qui avaient été données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Et en fait, Maurice Strong avait rédigé une charte de la Terre, donc qui était en fait un manifeste pseudo-écologiste, hein, mais en fait écologie mondialiste. Et en fait, il l'avait mis dans une arche, dans un coffret en bois. On peut retrouver, hein, si vous cherchez arche, charte de la Terre, les auditeurs le retrouveront très facilement. Et en fait, ce coffret en bois a été promené dans tout le monde. Donc, vous voyez, on est dans le religieux, on est dans une parodie de l'Ancien Testament. On est dans une parodie en fait presque occulte d'une nouvelle religion de la terre mère. Et c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'en fait le climat, tout ce qui tourne autour du climat, c'est une nouvelle forme de religion. La fameuse Gaïa, la terre mère, la mère des dieux grecs et romains. Oui, alors tout à fait. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que vous savez, aujourd'hui il y a un rejet des religions traditionnelles, dont le christianisme, et les gens se tournent beaucoup vers tout ce qui est paganisme, New Age, etc. Et là, je voudrais expliquer quelque chose à ce sujet. C'est que c'est un peu technique, mais il faut le dire parce que c'est très important. C'est-à-dire que il y a une vision qui s'appelle le monisme. Le monisme, c'est quand on confond, il y a une confusion. En fait, il n'y a pas la dualité qu'il y a, par exemple, dans la religion chrétienne entre le créateur et la création. C'est-à-dire, il n'y a pas un être qui a créé et il a créé quelque chose. En fait, l'être se confond avec le monde. C'est-à-dire, en fait, vous savez, les gens qui disent « je suis une partie de la terre » ou « Dieu est en moi, je suis une partie du divin », etc. Ça, c'est du monisme. Et donc, en fait, par rapport à ça, le danger de ça, et ça a été expliqué notamment par quelqu'un comme René Girard, c'est qu'en fait, ça conduit à quoi? Ça conduit à ce qui s'appelle la logique sacrificielle. C'est-à-dire qu'on en vient, si il y a cette espèce de confusion entre Dieu et la création, en fait, pour entrer en communion avec eux, avec Dieu, ou le satisfaire, on agit sur la nature. Et là, ce qu'explique Girard, c'est que l'outil qu'on a utilisé que l'être humain a trouvé pour parler aux dieux et apaiser les dieux, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Et ça, c'est une question qu'il faudrait toujours poser aux païens. Le paganisme, c'est deux choses. C'est le retour du sacrifice humain à terme et c'est le retour de l'esclavage, parce que c'est la négation. Je suis totalement d'accord avec vous. Le Christ s'est sacrifié pour qu'il n'y ait plus de sacrifice humain. Et après le Christ, plus de sacrifice humain. Exactement, c'est ce que dit René Girard, qui dit que la religion chrétienne, et c'est la religion de la sortie du christianisme, la sortie du sacrifice, pardon. Le christianisme, c'est la religion de la sortie du sacrifice, et vous les avez très bien expliqué pourquoi. C'est parce que justement, il y a plusieurs choses qui sont très importantes. C'est Dieu s'incarne.
Petite coupure, mais ce n'est pas grave. Et Stanislas Berton revient. Nous avons une discussion très profonde là, pour le coup, religieuse, et c'est important quand même de parler de spiritualité, de religion, puisque ce sont des choses que le pouvoir public combatte, il faut le dire, hein, ne serait-ce qu'avec la religion de la laïcité. Ah, voilà, c'est bon, vous êtes revenu. Ah, Voilà, je suis revenu. Désolé voilà. vraiment pour je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, je suis pas connecté en Wi-Fi ou quoi que ce soit, donc je sais pas à quoi c'est dû. Une connexion. Donc oui, donc ce que je disais, c'est que comme Dieu s'est fait homme, Dieu s'est incarné, il se sacrifie. On peut pas faire de plus grand sacrifice que ça. On peut pas faire plus que ça. Et donc, comme on peut pas faire plus que ça, on éteint le sacrifice. Et là, vous parliez il y a quelques instants du protestantisme. Par exemple, il y a le dogme dans le catholicisme qui est le dogme de la présence réelle. C'est-à-dire qu'au moment de la messe, de l'Eucharistie, c'est vraiment le corps. Ah, une coupure. Dès qu'on parle de religion, il y a des coupures. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon, ce n'est pas grave. Tout ça revient. Nous sommes en direct. Voilà. Bon, n'hésitez pas à poser des questions. Tiens, si vous avez des questions intéressantes, pas des commentaires, mais des questions, je les poserai avec très grand plaisir à notre invité Stanislas Berton. Voilà, on est là, de retour. Voilà. Dieu se sacrifie. Donc, il se sacrifie, et donc on parlait de la présence réelle. Et donc, dans l'Eucharistie, il y a cette présence réelle du corps et du sang du Christ. Et donc, du coup, comme il y a cette présence réelle, on réactive le sacrifice du Christ sur la croix, en réalité. En réalité, et c'est ça, et ce que dit René Girard, c'est que c'est ça qui empêche le sacrifice. Et là, il dit aussi de manière très juste et très intelligente, c'est que, en fait, une société qui se christianise sort du sacrifice humain, et ça, on l'a vu, c'est ce qui s'est produit dans l'histoire. Et à l'inverse, une société qui se déchristianise, c'est une société qui retourne au sacrifice humain. Et aujourd'hui, on est dans cette logique du sacrifice humain, du retour du sacrifice humain, et on le voit notamment avec la logique aussi du bouc émissaire. Et ça, on l'a vu dans nos sociétés, il y a là vraiment de manière évidente, c'est qu'on est dans un retour du sacrifice humain et du bouc émissaire, avec notamment, par exemple, les non-vaccinés qui ont été pointés du doigt vraiment comme les boucs émissaires, le danger pour la société. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie de cette jeunesse qui retourne vers le paganisme en disant oui, mais vous comprenez, c'est la religion de nos ancêtres. Qu'est-ce que vous aurez à leur dire à ces jeunes-là si demain vous en croisez un, vous dites voilà, écoutez, moi, je préfère me détourner du Christ et plutôt être paganiste comme l'ont été avant les Gaulois et que sais-je. Ouais, alors ça, j'ai déjà eu des discussions, hein, j'ai écrit un essai sur le paganisme, j'ai donné des entretiens à ce sujet. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est que bon, déjà, il y a une chose, c'est que souvent, il y a une méconnaissance de la religion chrétienne en général et du catholicisme en particulier. C'est-à-dire, il y a des clichés, des préjugés. En fait, les gens connaissent très, très mal la doctrine déjà en tant que telle. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, en fait, le génie du catholicisme, et notamment, là encore, une différence avec le protestantisme, c'est que ça a sanctifié le paganisme, c'est-à-dire que ça a intégré, notamment par les saints, toutes des coutumes, des choses païennes, et ça les a intégrées, et ça les a sanctifiées, c'est-à-dire, et notamment, ça a aidé à sortir de cette logique sacrificielle. C'est ce que je disais il y a quelques instants, avant qu'on soit malheureusement coupé, c'est que ce qu'il faut dire à un païen, c'est qu'il faut qu'il ait conscience que sa religion conduit au retour du sacrifice humain de manière mécanique, et que surtout, comme il n'y a pas la légale dignité de l'homme devant Dieu, on revient à l'esclavage. C'était ce qui marquait d'ailleurs la réalité de l'Empire romain. Donc il y a cette réalité qui est le sacrifice et l'esclavage. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et je l'ai dit et je l'ai redit dans mes livres, qui ne comprennent pas que de toute façon, il ne peut y avoir de salut que par le retour à la France catholique. Et ça, et je l'ai même expliqué, parce que là, on va sortir de la question de la foi et de l'anthropologie, de la question géopolitique. Vous parliez tout à l'heure de l'Arabie Saoudite, on parlait de la Russie, on parlait de la Chine. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a différents pôles qui sont en train d'émerger dans le monde, dans ce monde qu'on dit multipolaire. Bon, il y a par exemple, au niveau de l'Europe, il y a ce projet de la Russie, vous savez, c'est ce projet eurasiatique. Mais moi, je dis que au sein de l'Eurasie,
Il y a un pôle qui peut être la Russie orthodoxe, et il y a un autre pôle qui doit être la France catholique. Et la France catholique, ça correspond à notre héritage, ça correspond à notre tradition, et ça correspond à la place qui nous a été donnée dans l'histoire. La fondation de la France, le début de la France, c'est par le baptême de Clovis. Je parle de la France, il y avait bien sûr des Gaulois qui existaient avant, mais je parle de l'entité politique, France. Et ça, c'est très, très important. Très même. Et d'ailleurs, ça va me permettre de rebondir sur ce que vous dites, sur un passage de M. Vincent Peillon, puis après votre réponse à M. Vincent Peillon. Vincent Peillon qui était ministre de l'Éducation nationale de M. Hollande, socialiste de son État. Sur ce dernier point, difficile de dire les choses plus clairement que l'ancien ministre Vincent Peillon dans son livre « La Révolution française n'est pas terminée ». Parce que, tiens, je vais ouvrir une parenthèse. La Révolution française, est-ce que c'est justement le premier pas, la première attaque des mondialistes? Alors oui, alors ça absolument. C'est très bien qu'on ouvre cette parenthèse. On va peut-être être coupé à nouveau. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais espérons que non. Espérons que non. En fait, oui, la Révolution française, alors il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est que déjà, c'est la première révolution de couleur. C'est-à-dire que l'idée que la Révolution française, c'est quelque chose de spontané, le récit pour enfants qu'on en fait dans les manuels scolaires, ça, c'est faux. La Révolution française, c'est quelque chose qui a été planifié de longue date. Il y a énormément de sources, énormément de témoignages historiques là-dessus. Ça a été planifié, alors, notamment par la franc-maçonnerie. Vraiment, la Révolution française, c'est construite dans les loges. Ça, il faut le dire. Il faut l'expliquer. C'est pas du tout un mouvement spontané, pas du tout. Moi, je dis que la Révolution française, c'est une révolution en fait qui est anti-française. Pourquoi elle est anti-française? Elle est anti-française parce qu'elle est en grande partie financée par l'étranger, notamment par Londres, parce que ça a demandé des moyens financiers absolument considérables. Elle est anti-française. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque à l'époque où elle a lieu, donc il faut se remettre dans le contexte du XVIIIe siècle. Elle s'attaque aux deux piliers de la France qui sont le trône et l'autel, c'est-à-dire le catholicisme et la monarchie. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans un pays qui est déchristianisé, mais à l'époque, tous les Français sont catholiques jusqu'au bout des ongles. Donc on s'attaque à détruire, et on va détruire avec une violence absolument extraordinaire, le système politique et spirituel français, avec une violence incroyable. Et on en a vu d'ailleurs un petit peu les images de ce fanatisme dans le film qui est sorti là en début d'année, Vaincre ou mourir, qui montre le cas de la Vendée, mais c'est un cas parmi d'autres. Et d'ailleurs, il faut quand même aussi rappeler ça, il faut quand même aussi rappeler que c'est le peuple qui a le plus souffert de la Révolution française, puisqu'il a été d'ailleurs guillotiné massivement. Quand on regarde les statistiques, il y a plus de gens, on dirait aujourd'hui des classes moyennes, en tout cas du tiers-état, qui ont été guillotinés que des nobles ou des gens du clergé. Ça, il faut déjà le savoir. Ensuite, il y a eu la Révolution, elle a aboli les corporations qui étaient beaucoup plus protectrices des travailleurs et des gens des artisans, etc., que les syndicats aujourd'hui. On a supprimé les privilèges, de la noblesse, mais on a supprimé aussi des privilèges qui étaient sur des communes entières, parce qu'il n'y avait pas que les nobles qui avaient des privilèges ou le clergé, il y avait aussi des communes qui avaient des privilèges, qui ne payaient pas d'impôts, par exemple. Il y avait des communes, parce qu'ils avaient aidé un roi 2 siècles avant, qui ne payaient jamais d'impôts. Donc, on ne savait pas ce que c'était. Donc, ça a été supprimé. Et surtout, j'attire l'attention des gens là-dessus, c'est que la Révolution française, elle a institué la levée en masse. C'est-à-dire qu'avant, qui allait faire la guerre? C'était les nobles, c'était les aristocrates. Et avec la Révolution française, c'est le peuple qui va faire la guerre. On va tirer les enfants au sort, on va aller chercher les fils des paysans, on va aller chercher les fils des artisans, et on va aller les envoyer mourir partout avec des morts innombrables. Et après ça aboutira à la boucherie de la Première Guerre mondiale. Il y aurait eu un roi en 14-18, et on aurait été en ancien régime en 14-18, il n'y aurait pas eu ces millions de morts, parce qu'il n'y aurait eu que les nobles et des mercenaires qui allaient se battre à la guerre. Et ça, les gens l'ont oublié. Donc, ça a été une vraie catastrophe pour le peuple, et ça a été une catastrophe qui a été instrumentalisée, organisée en haut lieu. D'ailleurs, il y a une phrase que je cite toujours de Talleyrand, Talleyrand disait avec son cynisme habituel, agiter le peuple avant de s'en servir, sage maxime. Agiter le peuple avant de s'en servir. Donc le peuple, on s'est servi du peuple. Il faut aussi rendre la part des choses. C'est-à-dire, il y avait des gros problèmes structurels avec l'ancien régime, avec la monarchie, avec les rapports avec les parlements. Le royaume était ruiné. Mais cette crise, elle a été instrumentalisée par des gens qui avaient un agenda politique très clair et ils l'ont utilisé pour détruire toute la matrice
de la France et de couper le lien entre notamment la France et le catholicisme. Mais je veux dire pourquoi il y a deux termes dans Révolution française. Il y a française, donc j'ai expliqué pourquoi elle est anti-française, et je vais parler de révolution, et ça je l'explique dans le livre avec l'essai sur la laïcité. Vous savez, en physique, enfin en astronomie, faire une révolution, c'est faire un tour complet sur soi-même. Vous savez, on dit une planète fait une révolution. Et bien là, on est revenu au point de départ, c'est-à-dire que le point de départ, c'était quoi? C'était l'Antiquité païenne. Après, il y a eu la parenthèse de l'Europe, enfin de la France chrétienne et de l'Europe chrétienne. Et là, il y a eu quoi? Il y a eu notamment la séparation du temporel et du spirituel. C'est-à-dire, il y avait le pouvoir des rois ou des empereurs et le pouvoir du pape et des évêques. Donc ça, c'est la séparation qui est possible dans le christianisme. Et ben, la Révolution, qu'est-ce qu'elle fait? La Révolution, elle est inspirée par le paganisme, justement, et par l'Antiquité. Vous savez, il y a l'influence dans l'architecture, ils se donnent des noms en latin, etc. Et en fait, on revient à la conception païenne et antique, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, c'est les prêtres qui doivent jurer serment, prêter serment au pouvoir politique et pas au pape. Donc en fait, on est dans le retour de la confusion du temporel et du spirituel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer parce que les gens ne le savent pas, qu'il y a eu ce retour. Et je vais donner un exemple d'un symbole religieux. Vous savez, ça, c'est très important. C'est le bonnet phrygien. Vous savez, le bonnet phrygien qui est le symbole républicain, etc. Et ben ça, c'est un bonnet. Le bonnet là, il ne sort pas de nulle part. C'est un bonnet qu'on retrouve dans le culte de Mitra. Le culte de Mitra, c'est un culte à mystère où notamment on égorge un taureau. Et il y a l'idée du sang, et d'ailleurs ça a été comparé parfois un peu au christianisme, etc., avec le sang du taureau qui aurait remplacé le sang du Christ, etc. Et en fait, quand vous regardez sur tous les bas-reliefs, sur toutes les sculptures qu'on a, l'égorgeur du taureau dans le culte de Mitra, il a ce fameux bonnet phrygien. Et donc du coup, les gens qui n'ont pas cette connaissance, on voit des choses folles. Moi, je me rappelle à l'époque de la Manif pour tous, vous aviez des jeunes femmes catholiques qui portaient le bonnet phrygien. Mais quand on connaît la symbolique qu'il y a derrière ça, on ne peut pas faire ça. D'ailleurs, en parlant de symbolique, dans votre livre, vous parlez de l'ensemble des symboles des mondialistes, comme celui-là, par exemple, comme la pyramide, comme ça. Enfin, là, pour le coup, vous êtes très, très documenté sur la symbolique. C'est symbolique, je dirais même quasiment sataniste. Oui, qui est occultiste, ésotérique, et c'est ce que j'explique dans le livre, et c'est un élément de mon travail, c'est qu'il faut donner aux gens les clés pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, en fait, pensent qu'ils vivent dans un monde qui est sorti du religieux, alors qu'en fait, le religieux est partout. Le religieux est présent, mais il est présent de manière cachée. Il est présent de manière discrète et invisible. Et par exemple, dans l'essai que je cite, et je renvoie vers mon site, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup d'acteurs, de chanteurs, de personnalités publiques qui utilisent cette symbolique occulte pour communiquer, pour montrer leur allégeance, et le public qui adore, qui admire ces gens-là, ne comprend pas, en fait, ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire de leur vraie religion et surtout ce qu'il y a derrière, parce qu'en fait, c'est pas juste d'être de telle ou telle religion, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Et par exemple, l'exemple que je donne, c'est le truc avec l'œil. C'est en fait, on parle de l'œil du diable, c'est le pasteur de néant. On dit dans la Bible qu'il a l'œil crevé et qu'il ne prend pas soin des brebis. Je cite le passage dans mon livre. Donc c'est quelque chose de très négatif, de très maléfique. Et donc ce qu'il faut donner aux gens, c'est les outils pour décrypter ce langage symbolique et qu'ils comprennent. Par exemple, si vous comprenez la symbolique occulte, mais vous pouvez vous regarder d'un autre œil la pyramide du Louvre, par exemple. La pyramide du Louvre est une symbolique occulte qui est extrêmement forte et des millions de Français sont passés devant la voie. Et si on disait aujourd'hui, à l'instant dont on parle, il faudrait détruire cette pyramide qui est un symbole vraiment démoniaque qui a été placé au cœur du palais des rois de France, les gens diraient mais il est complètement fou, elle ne dérange pas cette pyramide, c'est quoi son problème? Mais parce qu'ils n'ont pas été formés et ils ne comprennent pas la symbolique extrêmement puissante, extrêmement maléfique qu'il y a derrière tous ces symboles qui sont présents dans l'espace public et les gens n'ont pas conscience de la force de ces symboles. Bien sûr. Alors, je vais lire le passage. Donc, la Révolution française n'est pas terminée de M. Payon. La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français, d'une expiation. Il faut quand même le dire.
1789, l'année sans pareil est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. Ça aussi, quand je lis ça, l'homme nouveau, et j'ai reçu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs Romain d'Apremont et ça aussi, il y a une forme de droite qui cherche cet homme nouveau qui est révolutionnaire, d'être contre-révolutionnaire. Et ça, vous savez, ça c'est quelque chose qui me fait peur auprès des nouvelles générations. Et c'est pour ça que je vous invite et que j'aime aussi beaucoup ce que vous faites auprès des jeunes générations, de les sortir de ça, quoi. Et la révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution. Et donc, l'école a un rôle fondamental puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantation qui opère dans l'école et par l'école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de loi. Alors, vous répondez, croyant s'être libérés de la tutelle des curés, les Français se retrouvent désormais, sans en avoir conscience, sous celle bien plus stricte et intolérante des grands prêtres de la religion républicaine, parce que la République, il faut le dire, c'est une religion, rejetant 2000 ans d'histoire française et catholique, les apôtres de cette nouvelle religion prétendent, comme tous les fanatiques et sous tous les régimes totalitaires, faire du passé table rase pour créer l'homme nouveau. Pire, en mettant l'homme et ses désirs au centre de toute chose, en faisant du bien et du mal des propositions relatives et ainsi qu'en proclamant à travers le dogme du progrès la capacité de l'homme à dépasser, voire à corriger la nature, cette religion a montré son vrai visage qui n'est autre que celui de Satan. Est-ce qu'on vit aujourd'hui en 2023 et peut-être même dans un proche avenir l'avènement, j'ose le mot, de l'antéchrist? On en avait déjà parlé par le passé. Oui, complètement. Et moi, je suis pas le seul à le dire, puisqu'il y a un discours que je cite dans le livre. C'est ce que dit quand même Vladimir Poutine en septembre de l'année dernière, qui dit que aujourd'hui l'Occident est sous la coupe d'une religion inversée, quasiment du satanisme. C'est quand même un chef d'État, le chef d'État de la Fédération de Russie, qui tient ces propos extrêmement forts, extrêmement choquants, et qui affirme ça. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, c'est que en fait le reste du monde a compris ça. Le reste du monde a compris ce qui se passe en Occident, que dans l'Occident il y a ces forces maléfiques qui se sont déchaînées sur la société occidentale et notamment sur la société française, et qu'en fait les Occidentaux on parlait au début, vous savez, de cette prison cognitive dans laquelle les gens étaient enfermés. Mais en fait, les gens n'ont pas conscience, ils se sont habitués à ça. Ils ont considéré que c'était normal. Ils ont considéré, en France, par exemple, c'est ça aussi qu'il faut dire, il y a 200 000 avortements par an. Je veux dire, 200 000 avortements par an, et il y a des gens qui aujourd'hui se plaignent de l'effondrement de la natalité française, du grand remplacement démographique, etc. Mais vous faites le calcul depuis 1974, ce que ça représente sur 50 ans, 200 000 avortements par an. C'est évident. Et rappelez-vous, Madame Sandrine Rousseau a brocardé Madame Le Pen lorsque Madame Le Pen a parlé de créer une politique familiale. Et d'ailleurs, à la suite de ça, alors tiens, elle a utilisé une symbolique, Madame Rousseau, qui est, je crois que c'est ça, non? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça signifie, tiens, ce geste? En fait, ce geste, alors je crois que c'est un symbole, je crois, d'un mouvement féministe qui date d'il y a quelques années, enfin d'il y a quelques décennies. Alors, c'est peut-être le MLF, mais je suis pas sûr. Je vais pas dire qui n'est pas dont je suis pas sûr. Mais par contre, là, la même Sandrine Rousseau, elle avait dit quelque chose de très intéressant. Elle avait dit à un moment, je préfère des femmes qui jettent des sorts à des hommes qui construisent des EPR. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort. Et on parlait tout à l'heure du paganisme, vous savez, de une partie de cette droite identitaire qui veut revenir au paganisme. Mais il y a ça, mais il y a aussi la sorcellerie. Il y a de plus en plus de femmes
qui se tournent vers la sorcellerie, et il y a toute une littérature qui encourage ça, que la sorcellerie, ça serait la puissance des femmes, etc. Et ça, il faut… Moi, je me rappelle même mes amis des deux cités, ils avaient eu leur vitrine taguée avec, il y avait eu, je crois, un autocollant des sorcières de Nancy ou des sorcières de telle fac de lettres, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut avertir les gens de ça. C'est que quand vous touchez à ces choses-là, quand vous touchez à la sorcellerie, quand vous touchez à la magie noire, quand vous touchez à toutes ces choses, vous touchez au surnaturel et vous appelez des puissances qui sont extrêmement dangereuses et qui sont dangereuses pour votre âme. Et ça, il y a beaucoup de jeunes qui sont pris par ça, qui se rendent pas compte le danger mortel qu'ils sont en train de courir. Prenez les antifas, ils ont un pentagramme, ils ont une étoile renversée. Oui, absolument, mais c'est des symboles occultes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on joue avec ces… Vous savez, il y a Chesterton, un grand écrivain catholique anglais, qui a dit le danger avec Satan, c'est que déjà Satan, quand on l'appelle, il répond. Et quand on lui demande quelque chose, il vous paye cash. Mais il dit par contre, le problème qu'on ne vous dit pas, c'est que derrière, il faut payer. C'est-à-dire qu'il y a toujours un prix à payer. Et je reviens avec ce que je disais tout à l'heure sur les sacrifices. Satan, il existe du sang. Il existe des sacrifices. Il faut que le sang coule. Et ça, vous savez, c'est la culture populaire dit on signe un pacte avec le diable avec son sang. Ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans Faust de Goethe, etc. Et donc ça, il faut que les gens en aient conscience. C'est-à-dire que là, il y a des gens… Et le mondialisme, c'est ça. Le mondialisme, c'est qu'est-ce que c'est? On a le pouvoir, on a l'influence. On parlait des médias, des gens qui sont prêts à tout pour passer dans les médias. Mais quel pacte, quel sacrifice ils ont fait pour obtenir ce pouvoir? Mais vous avez utilisé une très belle image qui est excessivement intéressante. C'est que le diable, dans Faust, lorsqu'il demande à Faust de signer et ainsi de donner son âme, il montre d'abord son plus beau visage. Oui, exactement. Et ça, faut pas oublier. C'est-à-dire que ces gens vont vous montrer en premier abord leur plus beau visage. Exactement. Et Satan est le plus grand des séducteurs. Il ne faut pas oublier, Satan est un séducteur. Et il faut toujours se méfier de ce qui est trop séduisant. La vérité est rarement séduisante. La vérité est souvent même un peu rude, un peu peut-être pas très avenante. Et Satan est séducteur. Et Satan, vous savez, on dit dans la théologie chrétienne, Satan est le prince de ce monde. C'est-à-dire que Satan, il peut vous donner les jouissances de la terre. Et d'ailleurs, quand on était dans le carême il y a quelques mois, il y a le passage où Jésus est dans le désert. Satan lui dit, regarde, je te donnerai tous les royaumes du monde, si tu me reconnais. Et Jésus dit, non, ça ne m'intéresse pas. Et Satan, il va vous tenter avec ça, il va vous donner le pouvoir matériel, il va vous donner le sexe, il va vous donner l'argent, il va vous donner l'influence, il va vous donner la notoriété, et il va vous dire, oui, mais t'inquiète pas, tu payeras plus tard. Et le prix que vous allez payer, il est absolument énorme, énorme. Et c'est pour ça que notamment le christianisme vous dit et vous donne un conseil qui est d'une grande sagesse, c'est ne vous concentrez pas sur les biens de ce monde, mais sur le monde d'après. Pensez à votre vie éternelle, pensez au salut de votre âme. Et ça, c'est ce que dit le Christ, il dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». Parce que le royaume de Satan, c'est ce monde. Et tous les plaisirs de ce monde, en fait, c'est Satan qui en est le maître et il vous tente avec ça. Et ça, il faut le dire aux jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont dans cette culture souvent de l'immédiat, ils veulent que ça arrive tout de suite. Ils veulent le clinquant, ils veulent l'argent, les belles voitures, les jolies femmes, etc. Et ça, Satan, il vous attrape avec ça. Il vous dit, mais oui, tu vas avoir ça tout de suite, sans attendre, sans effort, sans sacrifice, sans rien. En fait, si, avec des sacrifices, mais les sacrifices, ils viendront plus tard. Et ça sera bien plus grave que les efforts que vous auriez pu faire pour l'avoir par la voie normale. Alors, j'ai beaucoup de questions dans le chat sur l'intelligence artificielle. Et est-ce que l'intelligence, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé pour le coup, mais est-ce que l'intelligence artificielle est l'outil justement des mondialistes et de Satan aussi, pour le coup, contre les peuples? Alors, c'est intéressant que vous parliez de ça parce qu'il y a une couverture très récente de Vie économiste qui a fait une sur l'IA. Alors, Vie économiste, pour ceux qui ne savent pas, c'est un magazine très influent qui est lu par beaucoup de gens de l'élite et qui est, moi j'appelle ça le bulletin paroissial des Rothschild. Parce que c'est la famille Rothschild qui est derrière. Donc, si vous voulez savoir ce que les Rothschild pensent et leur vision du monde géopolitique, économique, vous lisez Vie économiste.
Donc ça, c'est très intéressant. Et ils ont fait leur couverture sur l'IA avec justement un ange et un démon dans la symbolique. Donc c'est très intéressant. Mais vous avez raison de relier les deux, parce que qu'est-ce que c'est le projet d'intelligence artificielle? C'est quand on enlève tous les discours sur l'économie, etc., c'est la volonté de créer une conscience de manière artificielle, c'est-à-dire c'est la volonté de prendre la place de Dieu, de créer une intelligence, parce que Dieu a donné son intelligence à l'homme, il a insufflé l'intelligence dans l'homme qu'il a fait à son image, mais en fait l'intelligence artificielle, c'est de dire on est comme Dieu, on est même mieux que Dieu, on va créer une intelligence artificielle de toutes pièces, on va créer une conscience. Et c'est le même projet que le transhumanisme, c'est-à-dire on va améliorer la création de Dieu, on va plus juste utiliser ce qu'il nous a donné naturellement, on va augmenter notre corps, on va dépasser les limites de la nature humaine. Et là, l'intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va créer de toutes pièces une conscience. Alors, c'est assez vertigineux dans les implications que ça a. Ça peut potentiellement déstabiliser la société. On le voit là, ça commence à arriver aujourd'hui, ça a déjà bousculé beaucoup de choses. Donc moi, je pense que c'est pas possible de remettre le génie dans la bouteille. Maintenant, c'est sorti, ça existe. Donc il faut gérer ça. J'ai vu qu'il y a quelques semaines, Elon Musk proposait qu'on apprenne à gérer, qu'on fasse mettre peut-être un stop sur certaines recherches, etc. En effet, je pense qu'il y a une nécessité au niveau international de fixer des règles pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais moi, je pense aussi, et je le dis pour les auditeurs de géopolitique profonde, je pense en effet que malheureusement, la technologie qui existe en matière d'intelligence artificielle est beaucoup plus avancée que ce qu'on montre au grand public. Je pense que, comme souvent, en fait, le grand public, vous savez, on parlait au début de la courbe de Kaufman, en fait, il y a les pionniers, et là, on est dans la phase normalisation, on est dans la phase de diffusion au grand public. Et donc, je pense que là, en fait, il y a des travaux qui remontent à bien plus longtemps sur l'intelligence artificielle, et qu'il y a probablement des intelligences artificielles bien plus puissantes qui sont utilisées par l'armée, qui sont utilisées par les grands centres de recherche, etc. Et que là, quelque chose comme ChatGPT, en fait, c'est la version grand public, en fait, d'une technologie peut-être beaucoup plus avancée qui existe par ailleurs. Oui, je pense comme vous concernant l'intelligence artificielle. Là, je vais aller sur la question de l'opposition contrôlée, et je vais lire un passage. Pour avoir la preuve de l'existence d'un tel système, il suffit de s'intéresser au programme de recrutement et de formation mondialiste. Par exemple, les Young Global Leaders du Forum économique mondial ou les Young Leaders de la French American Foundation, et de constater que la quasi-totalité des dirigeants politiques français et européens sont passés par ceci. Une preuve supplémentaire de cette collusion pourra être apportée par la progression imperturbable de l'agenda mondialiste, indépendamment de la couleur politique du parti au pouvoir, ou encore le ralliement systématique des candidats au parti d'opposition aux candidats progressistes. Ce contrôle total du champ politique institutionnel a ainsi permis d'éviter toute contestation réelle du projet mondialiste et a contribué à structurer la pensée et le discours autour de ces postulats philosophiques et politiques fondamentaux. Et donc, du coup, ma question, c'est, voilà, beaucoup demandent la démission, la destitution de M. Macron. Mais derrière, si nous avons que des gens formés par les Young Global Leaders, les Young Leaders de la French American Foundation, en réalité, nous aurons un Macron bis. Et ça, j'ai l'impression que les gens n'ont pas conscience de ça. Ah bah, je suis entièrement d'accord avec vous. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait des médias, justement, de la nécessité de créer d'autres choses. Là, l'enjeu qui se joue aujourd'hui, c'est pas de remplacer Macron par quelqu'un d'autre. Dans le même système, c'est en fait de repenser la façon dont la France est gouvernée, de recréer une nouvelle élite, une vraie élite, mais pas de changer juste un pion interchangeable. Je vais même vous dire quelque chose, je réfléchissais à ça récemment sur les manifestations contre les retraites et toutes ces provocations qui sont enchaînées par le gouvernement ou par le chef de l'État. Moi, je suis en train de me demander des fois si c'est pas volontaire, c'est-à-dire de pousser un tel niveau de détestation d'Emmanuel Macron
que s'il démissionne ou s'il s'en va, les gens seront tellement soulagés, diront tellement ouf, ça y est, il est enfin parti, qu'ils ne feront pas attention à ce qu'on met à la place. Et ça peut être une stratégie qui peut être utilisée pour justement, comme vous le disiez, embrouiller les Français. En fait, en faisant croire qu'on va enlever un chef de l'État qui peut devenir extrêmement impopulaire, on a poussé tellement loin que les gens en fait sont dans une rage folle, mais justement pour mieux faire passer le remplaçant et ce qui vient après, qui sera peut-être pareil ou pire, mais qui agira de façon différente. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être très, très vigilant. Est-ce que pour vous, Monsieur Macron, peut-être est-il lâché par le système? Alors ça, c'est extrêmement difficile à dire. C'est possible, mais de toute façon, comme je l'ai dit au début, Emmanuel Macron, c'est un pion. Moi, je cite toujours, vous savez, 2 citations. Il y a cette citation de Jacques Attali qui dit Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai inventé. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Et je le mets toujours en parallèle avec une autre citation qui concerne un autre chef d'État qui est Zelensky, avec Ihor Kolomoïski, qui est un oligarque chyprio-ukraino-israélien, qui dit Zelensky est ma marionnette et je suis le marionnettiste. Donc vous voyez, on a 2 chefs d'État qui sont mis en avant dans les médias, qui sont présentés comme des leaders, comme dans le cas de Zelensky, un chef de guerre courageux. Et en fait, il y a des gens qui publiquement, en plus c'est public, hein, c'est pas des confidences, c'est des propos qui ont été tenus dans des médias, etc. Des gens qui assument de dire en fait ces gens-là sont mes pantins, sont mes marionnettes, je les contrôle, je les ai inventés. Donc vous voyez, ça montre bien que en fait, de toute façon, ces gens-là, ce n'est pas eux qui détiennent réellement le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On parlait de tout à l'heure de l'indépendance et du refus de la soumission. Il faut que les Français, on parlait quelles sont les solutions concrètes. Il faut que les Français confient les rênes du pouvoir à des gens qui ont une forme d'indépendance. On n'a jamais une indépendance qui est absolue, surtout quand on arrive aux plus hautes fonctions. Il y a toujours des gens, des intérêts à prendre en compte. Mais en tout cas, qui ne sont pas des pantins et des marionnettes qui sont contrôlés en coulisses par d'autres. Des gens qui ont une indépendance. Est-ce que ça, c'est possible, ça, dans la France actuelle? Est-ce qu'un chef d'État actuel peut tourner le dos au Forum économique mondial, par exemple? Bah ça, je pense que c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est tout l'enjeu, en fait, de ce qui est en train de se jouer, ce que j'appelle la guerre invisible, c'est-à-dire la neutralisation des structures mondialistes progressives en coulisses pour justement et permettre justement l'émergence d'une nouvelle indépendance. Alors jusqu'où ça va aller, est-ce que jusqu'où ça sera effectif? Ça, je ne le sais pas. Mais je vois qu'en tout cas, ce qui se joue aujourd'hui dans le monde, c'est je dirais une neutralisation, et notamment l'événement le plus important, je l'ai cité à de nombreuses reprises, c'est la fin du dollar. La fin du dollar, c'est ça, la fin du dollar. Le dollar, c'était l'outil de contrôle du mondialisme au niveau géopolitique, au niveau financier. Cet élément-là est en train de sauter. Alors, par quoi il va être remplacé? Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est un élément concret qui est en train de se produire. Donc, il y a ces choses-là qui se passent. La question, c'est comme la libération des banques centrales. Il y a un élément, moi, que j'entends jamais évoqué dans le débat public, c'est il faut se libérer de la banque centrale, des banques centrales, et il faut que les peuples, ou en tout cas au moins les classes dirigeantes, reprennent la main sur la création de la monnaie et la gestion de la monnaie par les États. Ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Et donc, tout ça, ce sont des sujets, il faut mettre ça sur la table, et on parlait tout à l'heure de l'information, ce sont des choses que les partis politiques ou toutes les personnes qui prétendent agir sur la politique devraient évoquer, devraient porter à la connaissance du public. Oui, mais regardez, concernant la monnaie, vous avez parlé de la dédollarisation, et c'est peut-être une excellente chose, mais je remarque que ces fameuses BRICS, qui veulent prendre le pouvoir sur les Amériques, eh ben, préparent aussi ce qu'on appelle les monnaies numériques. Et est-ce qu'en réalité, ces BRICS ne sont-elles pas des fausses oppositions, elles aussi? Alors ça, c'est une très bonne question. Mais après, alors si on commence je dirais, à partir dans ces considérations, en fait, on tombe vraiment dans le cynisme et dans le fait que, en fait, on est impuissant, on peut rien faire. Moi, souvent, on me pose ces questions dans des conférences. Je dis, il faut se concentrer sur ce qu'on a en face de soi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un problème en France. La France fait partie, bon, bien sûr, d'une communauté internationale qui est plus large. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent faire concrètement? Ils peuvent faire plein de choses très concrètes.
Ils peuvent faire ce que certains d'entre nous sont en train de faire ce soir, c'est-à-dire de se réinformer, de comprendre comment les choses fonctionnent, de sortir des mensonges des médias et de la propagande du système, d'essayer de reprendre en main le plus de choses possibles. On parlait de sortir de son canapé, d'arrêter d'être, de se faire laver le cerveau par Netflix, par d'autres choses, de se reconnecter avec ses communautés locales. Ça, c'est très important. C'est ce que j'appelle retrouver une souveraineté sur soi-même. Ça, c'est très important. C'est se reconnecter, reprendre le contrôle sur l'éducation, reprendre le contrôle sur l'alimentation, apprendre à connaître notre environnement, ne pas être quelqu'un. En fait, qu'est-ce que fait le système? Le système, il cherche à nous rendre atomisés, isolés et vulnérables, et nous rendre le moins capable d'action collective possible. Donc, il faut réussir à pouvoir agir collectivement et à agir dans notre environnement immédiat. Et ça, c'est un problème dont il faut se garder, c'est d'avoir des grandes théories géopolitiques sur ce qui se passe en Chine, etc. En fait, ce qui est concret, c'est déjà ce qu'on fait sur place, c'est-à-dire aller soutenir des entreprises locales, créer des entreprises locales, créer des lieux de rencontre. Ça, c'est très important que les gens puissent se rencontrer et puissent échanger, parce qu'aujourd'hui, ça manque d'endroits où les gens peuvent se rencontrer, parler sans être jugés, enfin surtout les gens qui se posent des questions, avoir des endroits, des librairies, des bars, des endroits où on peut organiser des événements où les gens se retrouvent. Ça, c'est très important de ne plus être isolé, de ne plus être tout seul devant son ordi. Ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut faire. Alors après, est-ce que, je connais ce que certains disent, qu'en fait, on croit que la Chine et la Russie sont en fait contre le mondialisme, mais c'est en fait une autre forme de mondialisme et qu'il va y avoir peut-être, mais il faut essayer d'avancer, il faut essayer de se battre, il faut se former, il faut essayer de comprendre les choses, de juste pas être dupe. Et après, il faut accepter aussi qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il ne faut pas être dans cet orgueil de croire que de toute façon, on peut tout comprendre et tout contrôler. Évidemment. Voilà. Et du coup, ça me permet de rebondir sur le passage de la résistance. Pour résister efficacement, nous devons tout d'abord avoir conscience à l'échelle individuelle et collective que nous nous trouvons aujourd'hui engagés dans une lutte à mort contre une oligarchie déterminée à exterminer la majeure partie de la population et à réduire le reste en esclavage via l'abolition de la propriété privée, le contrôle social et la fusion du numérique, du biologique et du médical. Pour mener à bien ce projet, cette oligarchie a mis en œuvre un vaste plan d'ingénierie sociale et de manipulation psychologique conçu pour neutraliser toute volonté de résistance et faire consentir ses victimes à leur propre élimination. Ce processus de démoralisation a déjà pour conséquence d'avoir rendu une partie de nos contemporains apathiques, résignés et incapables de trouver en eux les forces nécessaires à la résistance et au combat. Comment trouver justement ces forces nécessaires intérieures à ce combat? Quel conseil vous donneriez? Je dirais, c'est déjà se couper des médias de masse, se couper de cette propagande insensée et permanente. Et ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, il faut déjà couper le robinet à mensonge et le robinet à démoralisation. Parce que le but de ça, c'est vous démoraliser. Et c'est vous donner l'impression qu'en fait, tout est perdu. Vous savez, c'est le côté du sens de l'histoire. C'est-à-dire, de toute façon, on peut rien y faire. C'est comme ça, il y a une mécanique qui est implacable et on peut pas y résister. Et ça, en fait, c'est pas vrai. Il y a des possibilités de résistance, il y a des possibilités de lutte et il faut jamais perdre de vue que les gens qui essayent de nous imposer ce projet sont très peu nombreux, et parce qu'ils sont très peu nombreux, leur force repose sur les mensonges. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas cette force du mensonge qui est derrière eux, en fait, le système ne tiendrait pas. Donc, la grande difficulté, c'est que les gens, en fait, consentent à se faire manipuler, consentent à ce projet et pensent que ce n'est pas possible de faire front. Et c'est ça, c'est surtout le vrai combat dans la guerre actuelle, c'est un combat mental. C'est un combat d'avoir confiance en vos propres forces et de vous dire je suis capable de dire non. On l'a vu il y a quelques années avec la crise sanitaire, il y a des gens qui ont dit non, qui ont été prêts à faire des sacrifices, qui ont été prêts à même perdre leur boulot parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire certaines choses. Ils ont eu le courage de dire non. Et ça, c'était très important.
Et en fait, on a tous cette capacité. Alors, ça peut pas être des choses aussi graves, mais vous savez, je cite souvent ce Solzhenitsyn qui dit « Le mensonge ne passera pas par moi ». Il faut faire en sorte que vous ne soyez pas déjà vecteur du mensonge. Ça, c'est très important, ne pas diffuser les mensonges de nos adversaires. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Eh ben, c'est ce que je vous disais, c'est d'essayer de se remettre en groupe, parce qu'on est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Et ça peut se faire par plein de choses. Ça peut être par des associations de parents d'élèves, ça peut être par des associations professionnelles, ça peut être par des tas de choses que vous pouvez faire, des choses qui sont pas politiques. Moi, je suis très content, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de conférences. Mais c'est des conférences qui sont organisées comment? C'est par des gens qui lisent mes livres, qui se disent « Waouh, c'est intéressant ce qu'il dit, je voudrais qu'ils viennent nous en dire plus ». Eh ben, c'est des gens, ils se débrouillent, ils louent une salle, ils font payer un petit droit d'entrée pour couvrir les frais si ça coûte un peu d'argent. Ils invitent leurs copains et en fait, on fait un truc. Et on organise ça et on passe pas par la mairie, on passe pas par une association. C'est juste des gens qui se retrouvent voilà, à 40, 50 personnes et qui organisent quelque chose d'eux-mêmes et qui restent pas passifs devant leur écran et qui font une chose réelle. Et après, qui se retrouvent, qui discutent. Ils se rendent compte que il y a le gars qui habite dans le village d'à côté, il fait telle chose, et puis il y a des liens qui se créent. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui compte. J'imagine qu'il y a aussi un retour au spirituel. Qui bien sûr. Une force intérieure et même extérieure. Bien sûr, mais ça, j'allais y venir. Vous allez venir au dernier point que je voulais évoquer, c'est que quand on a cette force spirituelle, qu'on a cette assise, cette aide de la foi, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça, justement, moi, c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens. C'est que c'est pour ça qu'on vous a coupé de la spiritualité, coupé des religions traditionnelles, notamment du catholicisme. C'est parce que ça vous donne une force absolument extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment, qui sont déprimés, qui ont l'impression que la vie n'a pas de sens. Alors, soit ils pensent qu'on va tous mourir à cause du changement climatique, soit ils pensent que de toute façon c'est foutu, que de toute façon on n'y arrivera pas, ils sont trop forts, etc. Ou qui pensent que la vie n'a pas de sens. Mais ça, c'est parce que vous n'êtes pas chrétien. Si vous étiez chrétien, vous sauriez déjà que la vie a un sens, puisque cette vie qu'on est en train de vivre là, elle est la préparation de la vie éternelle qui vient après. Vous sauriez qu'il y a un Dieu qui vous a créé et qui vous aime et qui est là pour vous, qui vous a donné un ange gardien pour veiller sur vous. Et vous sauriez qu'il vous a donné des commandements, il vous a donné sa parole pour comprendre comment vous pouvez essayer de bien vivre et prendre soin de votre âme et vivre une vie qui va peut-être vous conduire vers la sainteté. Donc vous avez toutes les cartes en main, mais ça, il faut que vous soyez prêt à aller vers ça. Et justement, tout est fait pour vous détourner de ça. Donc je dis, si vous avez cette recherche et vous sentez ce manque, mais il y a peut-être des réponses qui existent dans les grandes, la religion traditionnelle et notamment le catholicisme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. Et en fait, les gens, moi, je constate parfois quand je dis ça, les gens sont prêts à tout essayer. Ils sont prêts à aller chez le psy. Ils sont prêts à aller en méditation au Tibet ou je sais pas quoi. Ils sont prêts à partir élever des canards au fin fond du Larzac. Mais par contre, juste se retourner vers la religion qui était la religion de notre pays depuis 1500 ans, ça, ils sont pas prêts à le faire. Alors que c'est. Pourquoi, d'après vous? Mais parce que le problème du catholicisme notamment, c'est que ça va complètement à rebrousse-poil de toutes les tendances de l'homme moderne. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, l'homme moderne, on lui dit jouissez sans limite, il n'y a plus de limite, le plaisir. La religion catholique, elle dit, au contraire, méfiez-vous de ça, ça peut vous conduire au péché, vous devez faire preuve de discipline et de vigilance et de sobriété. Alors, les gens ne veulent pas entendre ça. Ensuite, il y a l'idée qu'il faut obéir à une autorité supérieure. Aujourd'hui, les gens refusent même des choses comme, par exemple, de dire que le genre est objectif, qu'on est un homme ou on est une femme. Et chacun est dans je définis ma propre réalité, je suis moi-même créateur de ma propre norme. Donc si on leur dit non seulement il y a une norme qui est fixée par une autorité supérieure et vous devez obéir à cette norme, aujourd'hui ça va à l'encontre de tout ce que les gens veulent faire. Il y a toutes ces choses-là, ça demande de l'humilité. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui. Les gens refusent cette humilité et refusent cette soumission, mais cette soumission volontaire. C'est-à-dire, et ce qui est d'ailleurs, je dis au passage, c'est que refusant cette soumission volontaire, ils se soumettent involontairement à des choses qui sont encore plus contraignantes. Moi, je vais donner l'exemple. En tant que catholique, moi, je me mets à genoux devant Dieu.
Mais parce que je me mets à genoux devant Dieu, je vais pas mettre mon genou à terre pour les Black Lives Matter et pour toutes les autres folies sociétales qu'on cherche à nous imposer. Parce que je sais devant qui je mets le genou à terre. Et je mets le genou à terre que devant Dieu. Et je vais pas mettre le genou à terre devant Greta Thunberg, devant telle cause militante ou telle autre. Et donc, vous savez, c'est Chesterton qui disait ça, qui disait, si les gens ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en rien, ils croient en n'importe quoi. Donc, c'est ça qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'en fait, ils sont plus dans le religieux, mais en fait, ils sont dans le religieux et ils acceptent des choses qui sont parfois beaucoup plus contraignantes que ce que demanderaient les religions traditionnelles. Alors, il y a un très beau paragraphe que je vais citer. En rompant avec les vérités de la foi catholique, les dogmes et les superstitions des Lumières ont fait perdre à la France son statut d'État-civilisation pour en faire une insignifiante puissance moyenne, entre guillemets bien sûr. Alors qu'elle se trouve aujourd'hui au bord de l'abîme, la France est confrontée à un choix: poursuivre dans l'erreur de la modernité et se fondre dans une grande Europe dominée par une Russie orthodoxe, ou bien, guidée par une élite catholique et patriote, rompre avec la modernité qu'elle a contribué à diffuser dans le monde, retourner à la foi de ses ancêtres pour redevenir, après un long travail de restauration matérielle et spirituelle, l'État-civilisation qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Dans un entretien donné en 2018, Vladimir Poutine demandait à quoi bon vivre dans un monde dans lequel la Russie n'existe plus, aux Français d'ajouter à quoi bon vivre dans un monde où la France n'est plus la France. Quel est pour vous le rôle de la France dans le monde de demain? Alors, le rôle de la France dans le monde de demain, c'est si elle revient à son rôle de puissance catholique. Moi, je le dis très clairement et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, c'est que c'est le seul chemin qui conduit au salut pour notre pays. Et c'est pas juste une question de foi, je dis pas ça parce que je suis catholique, je le dis parce que c'est la vocation de la France. Et ça a été dit, il y a des prophètes, des hommes d'église qui ont dit ça. Il y a l'évêque Saint-Rémy que je cite dans le livre, qui dit que tant que la France restera fidèle à la foi romaine, elle sera prospère et puissante, elle sera rudement châtiée si elle manque à sa vocation. Bon, ben voilà, on manque à notre vocation. Il suffit de regarder quelle était la place et le statut de la France du Moyen-Âge, en gros, jusqu'à la Révolution française. La France était quand même la première puissance mondiale. Hein. Je veux dire, est-ce qu'elle peut redevenir cette première puissance mondiale? Est-ce que la France peut redevenir, je sais pas moi, la France de l'Ancien Régime ou de la Renaissance? Alors, elle peut, si les Français font ce travail, si les Français reconnaissent leurs erreurs, et s'il y a un long travail, parce que ça va pas se faire en claquant des doigts, ça va se faire sur un travail. Vous savez, je prends toujours l'exemple de la Chine. La Chine, elle a été détruite au 19e siècle, notamment par les puissances occidentales. Les Chinois appellent ça le siècle de l'humiliation. Après, il y a la création du Parti communiste chinois en 1921. Il y a la création de la Chine populaire en 1949. Et c'est seulement aujourd'hui, après un siècle, du travail du Parti communiste chinois que la Chine est redevenue une grande puissance mondiale capable de tenir tête aux États-Unis. Donc, vous voyez, c'est un siècle de destruction et un siècle de travail avec une ferveur absolument incroyable. C'est ça, on ne peut pas promettre aux gens et dire aux gens, écoutez, en 2025 ou en 2028, tout ira mieux, on sera au top. On peut pas leur mentir. C'est de la démagogie, mais je vais vous dire, on va aller plus loin que ça, parce que je voudrais dire quelque chose d'important qui touche à la fois à la spiritualité et à la politique. Je vais faire une petite parenthèse, mais c'est très important. Il faut comprendre qu'il y a, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a le départ où tout le monde est païen, etc. Il y a les cultes, etc. Et là, il y a une première alliance qui est faite entre Dieu et le peuple hébreu. C'est la première alliance. Donc Dieu vient et il fait l'alliance, notamment avec les 10 commandements, l'arche de l'alliance, etc. C'est la première alliance. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, le peuple hébreu ne satisfait pas l'alliance. Et d'ailleurs, c'est tous les grands prophètes, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel qui disent, peuple hébreu, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et donc, qu'est-ce que doit faire Dieu? Dieu, il fait une deuxième alliance. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Et il envoie son Fils qui est lui-même pour sauver l'humanité.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de terrible, c'est-à-dire que le peuple hébreu, il avait tous les prophètes qui avaient annoncé la venue du Christ, et il y a une partie du peuple hébreu qui ne le reconnaît pas et qui n'accepte pas qu'on passe du peuple élu, où c'est ce seul peuple qui est sauvé, à un salut universel. C'est-à-dire le Christ, il est venu pour sauver tous les hommes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle alliance. Et au sein de cette nouvelle alliance, il y a un peuple qui est le peuple français, le peuple des Francs, qui est le premier peuple à se convertir par le baptême de Clovis en tant que peuple de manière générale. Et donc la France a une mission spéciale au sein de la chrétienté. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était la fille aînée de l'Église. Et moi, l'inquiétude que j'ai aujourd'hui, c'est que le peuple français, dans la situation actuelle, fasse la même erreur que le peuple hébreu. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas ce que lui disent les prophètes, qui lui disent, vous avez ce rôle à jouer dans la chrétienté, vous avez le rôle de défendre la foi catholique. Et si vous ne répondez pas à cet appel, si vous n'écoutez pas, Dieu vous a averti, en fait, vous allez perdre ce rôle. Comme le peuple hébreu est passé d'un peuple qui était spécial à un peuple qui est un peuple parmi le reste du salut. Un salut qui est pour l'humanité. Et j'ai peur que le peuple français perde son rôle parce qu'il s'est détourné de la foi catholique. Et donc moi, j'essaye d'expliquer ça aux Français. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens comme Pierre Hillard qui le font. Mais il faut comprendre que ce qui est en train de se jouer par rapport à ça, par rapport à la religion et par rapport à la foi catholique, c'est extrêmement important. Et une fois qu'on aura remis les bonnes bases, et je pense que notre génération, enfin ma génération, ou la nôtre en tout cas, a peut-être une chance de le faire, ça sera ensuite un travail de au moins un siècle pour redonner à la France son statut et sa puissance. Mais ça veut dire qu'on repart sur de bonnes bases. Donc moi, j'essaye, dans mon travail, d'expliquer aux Français quels sont les enjeux et sur quelle bonne base il faudrait repartir. Mais je vous garantis qu'entre les païens, entre ceux qui reviennent à la sorcellerie, entre ceux qui se disent en fait chacun fait sa religion, etc., et tous ceux qui sont dans la verticalité et qui refusent la transcendance, eh bien, je peux vous dire qu'on est très très loin d'avoir la bonne disposition d'esprit pour pouvoir avancer, pour reconstruire une France, une vraie France. Merci beaucoup, cher Stanislas. Achetez ce livre formidable, Essai, L'homme et la cité, volume 3. On a passé, cher Stanislas, devant presque 1200 personnes en même temps. Une soirée formidable, 1h50, où j'espère que vous avez appris énormément de choses. Merci à vous. Et quelle est votre actualité en ce moment? Est-ce que vous avez un nouveau bouquin qui va sortir bientôt ou pas? Alors, je continue toujours à écrire. Je suis là, j'ai écrit 2 essais que les auditeurs peuvent retrouver sur mon site du Grand Réveil que j'ai écrit pour la semaine de Pâques, qui est une énorme synthèse justement de ce qu'il faut savoir pour justement sortir du mensonge. J'ai écrit un essai aussi très important sur le wokisme en entreprise qu'on peut retrouver sur mon site. On peut me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter et sur Telegram, où je fais beaucoup de réinformations. Et surtout, voilà, je continue à faire la promotion de mon livre, d'aller en conférence, d'aller à la rencontre des Français. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je le redis. Si vous voulez que je vienne vous parler en détail de ce dont j'ai parlé ce soir, eh bien, n'hésitez pas à me contacter directement via mon site, à organiser ces choses où on rencontre des Français, on va à la rencontre des gens, c'est formidable. On contourne justement les grands médias, etc. On fait des choses formidables. Ça, c'est très important. Et envoyez-moi le nom de votre site, le nom du site. Le site, c'est stanislasberton.com. C'est très facile à me trouver. Et voilà, je défends ce qu'il y a dans mes livres parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont engagés sincèrement aujourd'hui dans ce combat et qui ne comprennent pas les enjeux de fond, notamment les enjeux spirituels et la place potentielle de la France dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Donc, j'essaye d'expliquer déjà ça, qu'on ne se trompe pas de combat et qu'on ne fasse pas l'erreur de repartir sur de mauvaises bases. Merci beaucoup, cher Stanislas. Alors, vous retrouvez-moi dans 10 minutes. Je suis sur la chaîne de Ziocolo. Je vais parler du journal de géopolitique profonde. Et 40 minutes après, je suis sur la chaîne de KB Live pour parler aussi du journal de Ziocolo. Donc voilà, vous allez sur ces 2 chaînes. Hein. Ce soir, je suis pas mal pris du coup. Merci beaucoup, cher Stanislas. Et j'espère vous revoir très vite. J'en suis sûr que je vous reverrai d'ailleurs très très vite pour le prochain livre. Passez tous une excellente soirée. Et voilà, dans 10 minutes, la chaîne de Ziocolo. Voilà, allez, salut, ciao.